merci de votre attente. Donc, on va commencer. Donc, alors, je rappelle un peu le thème de la soirée. Donc, on est là pour une conférence débat sur le thème Assassin's Creed Odyssey. Donc, cette conférence aura pour but de montrer un peu comment on représente un jeu, enfin, l'histoire dans un jeu plutôt. Donc, ça mènera l'histoire de l'art, parce que, bon, logiquement, quand on fait de la représentation, on ne peut pas justement parler de l'un sur l'autre. On organise c'est Sorbonne Antique, l'association Sorbonne Antique qui organise cette conférence. Donc notre association est une association étudiante culturelle. On est spécialisé dans l'Antiquité et on fait plein d'événements culturels en tout genre. Donc, comme vous pouvez le voir à des conférences, mais aussi des expositions photos, des visites de musées et chaque année un grand voyage dans des sites antiques pour faire découvrir un peu l'Antiquité à tout le monde. Donc on est plutôt centré sur les étudiants, mais bon, c'est ouvert à tout public. Je me présente, je suis le président de l'association, Ryan Ouzbet. Moi je suis en master monde antique, en deuxième année. Donc mon sujet c'est justement sur la reconstitution des méthodes artistiques grecques antiques grâce à l'archéologie expérimentale. J'ai avec moi alors Marianne Desballes. Ça va finir si je dis le nom. On peut les donner. Thomas Guindeuil et Romain Vincent. Donc, je laisse se présenter. Donc, je suis Marianne Desballes, j'enseigne l'histoire de l'art grec à Michelet, à Paris 4. Moi, je suis Thomas Guindeuil, je suis historien et je travaille chez Ubisoft. Bonsoir, moi je suis Romain Vincent. Alors, on a mis historien en affiche, hein, c'est très gentil. Mais je suis professeur d'histoire en collège. C'est un métier, je pense, un petit peu différent. Et j'interviens ici plutôt en tant que doctorant, parce que je travaille en sciences de l'éducation sur l'usage pédagogique des jeux vidéo, et dont Assassin's Creed Odyssey, que j'ai observé en classe. On va commencer par parler un peu en introduction du jeu. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à m'excuser parce que l'enfant n'est pas idéal. Donc, à certains moments, il y aura peut-être des bruits d'arrêt, ce genre de choses. Donc, on s'excuse d'avance. Le jeu Assassin's Creed Odyssey, déjà, il a été développé par Ubisoft. Ubisoft qui est la plus grande entreprise de jeux vidéo française, qui a été créée il y a une quarantaine d'années. Assassin's Creed Odyssey est l'un des tout derniers jeux daté d'il y a 2018. D'une grande saga qui compte 17 jeux, qui a été aussi adapté en roman, en film et bientôt aussi en série. Donc l'intérêt de cette saga pour nous en tant qu'historiens, c'est qu'elle a l'avantage de placer justement l'histoire du jeu dans l'histoire avec un grand H. Donc c'est l'histoire qui sert justement de contexte et les personnages du jeu justement sont en contact par exemple avec des personnages historiques, participent à des événements historiques concrets qui ont vraiment existé. Et donc c'est un peu ça l'intérêt pour nous historiens, c'est un peu, ça montre un peu comment on peut tous les supports de l'histoire. Je vais laisser la parole à Thomas Guindeuil pour parler un peu du jeu en tant que justement employé d'Ubisoft. Alors, tout à fait. Alors, je porte la charge de parler pour Ubisoft ici. Alors, c'est une charge assez modeste. Je suis un des historiens qui travaille chez Ubisoft. Alors, il s'avère en l'occurrence que je suis un des historiens qui a construit la documentation historique pour Assassin's Creed Odyssey. Alors, je vais tout de suite vous dire d'où je parle. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'histoire antique ni de l'histoire grecque. Ce n'est pas du tout mon domaine. Je répondrai ici surtout à des questions de méthode, plus que sur des questions de fond, bien sûr. Néanmoins, l'un des objectifs qu'on se fixe en tant qu'entreprise quand on fait Assassin's Creed, c'est de créer des univers authentiques. Alors, on peut passer beaucoup de temps à définir en fait ce que ça signifie. C'est une vraie problématique. On passe beaucoup de temps à se poser des questions nous-mêmes sur ce que ça veut dire. Je peux quand même vous rajouter 2-3 éléments sur Assassin's Creed Odyssey. Alors effectivement, Odyssey, c'est l'un des épisodes de cette grande série, vous connaissez à peu près tous. Premier élément, c'est le plus grand en termes d'espace. Donc en fait, je disais à l'instant, j'avais regardé des chiffres en rendu
Alors, évidemment, on ne parle pas de vrais kilomètres carrés, mais en rendu dans le jeu, on est à 130 kilomètres carrés de terre. Parce qu'en plus, il y a une grosse partie, c'est de l'eau. En fait, il y a le double, en fait, en eau. Ça fait d'Assassin's Creed Odyssey, à l'époque où il est sorti, l'un des plus grands jeux en monde ouvert. Alors, une nouvelle définition, c'est un monde ouvert. Monde ouvert, open world, c'est la traduction d'un concept de jeu. C'est un jeu qui n'est pas linéaire, c'est un jeu où on peut aller se balader partout. Donc, ça fait une grosse différence. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. En termes d'enjeux de reconstruction, ça change énormément de choses par rapport à tout un tas d'autres types de jeux auxquels on peut avoir l'habitude de jouer. Donc, non seulement il est très grand, et c'est un monde ouvert, et effectivement, alors pour rajouter des éléments de contexte, pour celles et ceux qui n'auraient pas joué, du coup, ça se passe pendant la guerre du Péloponnèse, on est en 431 avant Jésus-Christ. On incarne, alors on est ou Cassandra ou Alexios, ça n'a absolument aucun impact sur l'histoire, qui est supposé être un descendant de Léonidas. Je vous laisserai découvrir tout ça. En fait, je crois que je vous ai spoilé un truc. Et en fait, l'aventure va vous amener à traverser, en l'occurrence, toute la Grèce à peu près de l'époque. Alors, je dis toute la Grèce, en vrai non. Il y a des on pourrait passer du temps à se poser des questions là-dessus. Il n'y a pas la Macédoine, il n'y a pas l'Asie mineure par exemple. On ne peut pas aller en Asie mineure. Grosse frustration pour moi. Mais par contre, l'espace est quand même très grand. Ça signifie qu'en fait, on a quand même une grosse partie de la Grèce continentale, des îles et dont la Crète. Donc, ça fait quand même un énorme terrain de jeu. Ça fait aussi quelques villes, des villes importantes. On aura l'occasion d'en parler. Puis voilà, je crois que je peux m'arrêter là. Enfin, du coup, vous avez une idée des enjeux. Je ne vais pas parler des mécaniques de jeu, mais je pense que vous les connaissez peut-être. Alors, souvent, on parle de jeu action-aventure, mais ça ne veut pas dire grand-chose, action-aventure. C'est une grande catégorie de jeux. C'est un jeu action-aventure RPG, un jeu de rôle. Les jeux de rôle, ce sont des jeux, ça se définit sur 2 piliers. Un jeu de rôle, c'est un jeu où on se spécialise dans le jeu, on gagne des niveaux avec son expérience, mais c'est aussi qu'il y a une dimension de jeu de rôle parce qu'on parle dans le jeu. En fait, c'est un des éléments du design du jeu qui innove quand même beaucoup par rapport à ceux d'avant. Il innove pas du tout par rapport au reste de l'industrie du jeu vidéo, c'est pas nouveau, mais en tout cas pour le coup dans Assassin's Creed, c'est la première fois où on avait accès à autant d'options de dialogue, par exemple. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait dans le jeu ? On se bat beaucoup, mais vraiment on se bat beaucoup. On tue beaucoup de gens, je m'en excuse, mais on parle aussi et on marche on fait du cheval, on peut nager et on peut prendre des bateaux. Ça vous permet d'explorer ce monde. Voilà, à peu près. Ah oui, jeu de rôle, ça renvoie peut-être si vous avez une expérience de jeu. Enfin, si vous êtes tous joueurs et joueuses, j'imagine, mais je vais quand même rappeler, on a des quêtes, c'est comme ça qu'on introduit de la narration dans un jeu de rôle. Une quête, c'est un objectif avec tout un tas d'épreuves à franchir, et ça veut dire qu'il y a une espèce de grande quête principale dans le jeu, qui est l'histoire personnelle, familiale, et qui va avoir une résonance politique dans le cadre du lore d'Assassin's Creed, mais on pourra y revenir, du joueur, mais en fait, c'est aussi des quêtes secondaires qui permettent souvent beaucoup plus, je peux déjà vous le dire, d'explorer des aspects beaucoup plus quotidiens, économiques, politiques de cette situation. Généralement, la quête principale, c'est moins son ressort principal. Voilà. Voilà, alors on a un peu parlé du jeu, mais on n'a pas parlé un peu de la question justement qui est un peu au centre de la conférence. Comme le jeu se base sur la réalité, donc comment justement on fait pour introduire la réalité dans un jeu vidéo? Et ce sera là un peu la grande question à laquelle on va essayer de répondre ici. Donc je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse avec vous, sinon on est en train de répondre au fil de la conférence. Je peux commencer à y répondre, mais je ne veux surtout pas monopoliser la parole. Ça m'intéresse d'avoir que ça soit un ping-pong. Alors, tu n'as pas utilisé, je te tutoie, pardon, mais tu n'as pas utilisé le terme modélisation, ce que souvent beaucoup de gens font. Ce serait une erreur, il ne faut pas parler de modélisation, il ne faut même pas parler de reconstitution. Ce n'est pas du tout l'ambition d'Assassin's Creed. Assassin's Creed, ce n'est pas une reconstitution historique. Vous ne pouvez pas reconstituer toute la Grèce antique pendant la guerre du Péloponnèse dans un jeu. Ça, c'est absolument impossible. C'est donc pas ça l'objectif, et je vous ai parlé d'authenticité tout à l'heure. Donc ça signifie qu'en fait on va essayer de produire une impression de crédibilité.
Encore une fois, l'impression de crédibilité, ça repose à la fois sur certaines attentes du public, parce qu'on sait que le public a des biais, mais ça va reposer de notre côté sur un travail de documentation historique. Donc la première réponse à ça, c'est on documente. En fait, faut pas imaginer que dans Assassin's Creed, on fait une modélisation avec des outils perfectionnés qui vont aller faire un nuage de points sur un monument et directement l'introduire dans le jeu. Ça serait absolument pas possible. En fait, pourquoi ça serait pas possible? D'abord, c'est pas forcément l'intention, parce qu'on va peut-être avoir l'occasion d'y revenir. Les bâtiments, on n'a pas envie qu'ils soient exactement comme ils sont, parce que sinon on peut pas jouer avec, mais ça, on peut en parler. Non, et puis aussi, ça produit trop de données. Hein. En fait, une donnée LIDAR ou comme ça, en fait, ça, c'est un jeu de données qui est beaucoup trop important pour fonctionner dans le moteur d'un jeu. Donc en fait, il faut refaire les choses à la main. En fait, on a un plan, on a des photos, on a des références visuelles, etc. Et puis, on va construire ce monument. Ça se fait en associant différents corps de métier. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes sensible à ces corps de métier. Les premiers corps de métier concernés par la reconstruction de l'espace, on parle beaucoup de ça depuis tout à l'heure, ce qu'on appelle les level designers. Ce sont des designers de jeux qui construisent les espaces de jeu dans lesquels vous évoluez en tant que joueur et joueuse. Ces gens-là vont travailler avec des artistes. Les artistes, alors il y a toute une famille d'artistes, je ne vais pas vous la détailler, mais il y a des gens qui travaillent plus sur les décors, sur les personnages, sur l'animation, etc. Ce sont des gens qui, je le dis tout de suite, font aussi énormément de recherches, pas forcément historiques, mais des recherches visuelles. C'est un corps de métier avec lequel, souvent, il faut confronter les jeux de données, quelque part. C'est assez intéressant. Bon, déjà, vous avez ça. Ces deux corps de métier fonctionnent ensemble. Et en fait, souvent, sur Assassin's Creed, en tout cas, je vous donne un peu des éléments d'arrière-cuisine, il y a des gens qui sont préposés à la documentation. Alors d'abord, il y a des historiens, des historiennes sur les flores. Je rends hommage à Stéphanie Anne Ruata, qui était l'historienne, pardon, j'ai dit flore, dans le studio, pardon. Stéphanie Anne Ruata, qui était l'historienne, elle-même spécialiste de littérature grecque, hein, donc elle avait une légitimité à être là particulièrement. Elle était l'historienne sur Assassin's Creed Odyssey dans l'équipe, ce qui n'est pas mon cas. Je tiens à le dire tout de suite. Moi, en fait, mon rôle, c'est d'être au siège pour veiller à la bonne garde de la marque en particulier. Et donc, en fait, elle avait elle-même accès à une ressource, entre guillemets, externe, qui était moi et éventuellement des consultants externes pour construire un jeu de données particulièrement conséquent dans le cadre d'Assassin's Creed, je vois Odyssey en particulier. Je vais vous le dire. Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais alors, le jeu a été développé par le studio Ubisoft Montréal. Donc bon, malheureusement, vous vous en doutez, on n'a pas pu faire venir quelqu'un de Montréal. Donc on a les historiens qui viennent du siège, ceux qui travaillent du siège. On a ce qu'on a ici. Non, effectivement, alors c'est vrai que j'ai pas précisé ça. Alors Ubisoft, tu as dit, c'est un studio français, c'est vrai, c'est une entreprise française, mais c'est aussi une multinationale. Hein, donc en fait, on a des studios un peu partout dans le monde. Les deux principaux studios, d'ailleurs en fait, pas Montréal, c'est développé à Ubisoft Québec, en l'occurrence. Les deux principaux studios pour Assassin's Creed historiquement étaient Montréal et Québec. C'est aussi étendu à d'autres. Hein. Vous avez vu Mirage sortir récemment, il a été développé par Bordeaux. Les historiens il y a des historiens dans les studios de Montréal et de Québec, effectivement. Et donc, nous, on est un peu leur équipe support et un peu coordination au niveau de la marque. C'est un peu ça l'idée. Voilà, documentation, dessin, recréation d'éléments 3D, c'est comme ça qu'on fait du visuel. Je précise, tu avais envoyé une série de questions, etc. Donc je suis assez préparé sur les questions visuelles, mais en fait il y a d'autres aspects qui rentrent en jeu et on pourra en reparler. Hein. Donc on va commencer à parler passer à un exemple un peu plus concret pour que vous voyez un peu de quoi on parle en fait. Donc je vais laisser la parole à Marianne Desbas si elle veut bien. J'ai une question. Donc on va voir un peu comment aujourd'hui comment on fait pour avoir une ville antique. On a reconstitué la ville antique, mais comment on a fait, quelles fouilles ont été menées et comment on a fait pour essayer de remonter les bâtiments, même sur papier,
Alors, vous avez dit que le jeu était un jeu historique qui se situe au début de la guerre du Péloponnèse. Donc ça, c'est une chose, l'histoire, les événements, les personnages, les dates, les lieux, les actions telles qu'on peut les connaître. Mais en même temps, comme vous l'avez dit, mais j'emploie jamais ce genre de mots en cours, mais c'est pas grave, c'est exactement ça, il vous faut de l'image. Quels que soient les événements, des personnages inventés ou des personnages ayant existé, il vous faut de l'image. Donc, il vous faut de la reconstitution. Pas de la restitution, ce que font les archéologues, c'est-à-dire ajouter les colonnes qui sont tombées, etc., mais de la reconstitution, ce qui n'est pas un élément archéologique, mais où vous avez besoin d'archéologie ou d'histoire de l'art. Et là, contrairement à ce que font les historiens de l'art et les historiens, les archéologues, les images qu'ils produisent, qui sont toujours fragmentaires, une colonne ou un temple, des fois on met un petit bonhomme, mais simplement pour donner l'échelle, hein, ou un petit arbre, il n'est là que pour donner l'échelle. Vous, mais comme au cinéma, comme dans la peinture, parce que vous n'avez pas inventé la reconstitution, hein, c'est très ancien, il y a eu d'abord la littérature, mais en termes d'image, il y a eu, je vous en ai donné quelques-uns, mais vous en connaissez, énormément de tableaux du 19e qui tentent de recréer ce que pouvait être l'Antiquité, il y a eu le cinéma, maintenant les jeux vidéo. Et là, vous êtes obligé de faire de la reconstitution. C'est-à-dire, vous êtes obligé d'avoir tout. Le ciel, la terre, la distance, voilà. Vous êtes obligé d'avoir les personnages, les costumes, alors même que en histoire de l'art ou en archéologie, on est spécialisé dans le costume, l'architecture, la géographie, le climat, la mer, la terre. Là, vous êtes obligé pour l'image de reconstituer justement la totalité. Alors certains éléments seront up-to-date de l'archéologie, c'était le cas par exemple de ce genre de tableau, hein, même si ça évolue avec le temps, alors que d'autres éléments nécessairement seront inventés. D'abord parce qu'on n'est pas spécialiste de tout, même vos spécialistes ne sont pas spécialistes de tout, aucun d'entre nous ne maîtrise tout, mais en même temps il y a même des éléments qu'on ne connaît pas, il y a des villes qu'on ne connaît pas, il y a des monuments qu'on ne connaît pas, l'habitat privé. On parlait de la maison de Périclès la dernière fois. On n'a aucune idée de ce à quoi elle pouvait ressembler. Donc, vous allez être obligé de combler les vides indépendamment de l'archéologie. Donc, je crois, si je peux me permettre, contrairement à ce que vous avez dit, vous faites de la reconstitution. Exactement comme Jérôme en faisait. Il faut le sable, les personnages, les couleurs, etc., etc. Indépendamment de l'histoire grecque et indépendamment de l'histoire du jeu, de ce que vont faire les personnages, etc., etc. Donc c'est une modalité nouvelle, techniquement, mais d'une vieille affaire, qui est la reconstitution, donner le sentiment, l'impression, par l'image ou par le texte, parce qu'il y a des romans qui tentent de le faire, hein, et qui d'ailleurs qui s'y prennent parfois comme vous, parfois pas comme vous. Là, vous m'avez dit qu'il y avait un système pédagogique où on pouvait tirer des espèces de tiroirs qui allaient nous expliquer ce qu'était ceci, ce qu'était cela. Et inversement, il y a un jeu beaucoup plus fluide. Ça correspond finalement, c'est assez amusant, je découvre ça, aux deux types de littérature qui tentent de reconstituer l'Antiquité. Vous avez des grands écrivains qui vont choisir un sujet antique. L'exemple qui me vient, j'en ai pas pour la Grèce malheureusement, tout est d'une nullité crasse, c'est épouvantable, mais il y en a sur Rome, puis surtout évidemment il y a Salammbô de Flaubert, où lui c'est un écrivain et il va produire un texte absolument génial. Mais en général dans la littérature, enfin dans les romans historiques grecs et romains, malheureusement, sont souvent des historiens de l'art qui se lancent dans la littérature, donc ils ne sont pas des grands écrivains, et ils vont sortir leurs fiches en permanence pour faire vrai. Elle s'habilla, fiche sur le vêtement, elle sortit vers le Colisée, développement sur les routes, le Colisée, elle rencontra un gladiateur, fiche sur le gladiateur, etc. Donc ça donne des romans illisibles, sinon pour aller réviser ses cours. Et finalement, ce que vous faites dans les deux développements parallèles, si j'ai bien compris, c'en est un qui serait une reconstitution véritablement avec sa propre logique, où on ne sait pas tout et où, à la limite, vous n'êtes même pas obligé de suivre ce qu'on sait. Et puis, un truc plus pédagogique, où là, on a effectivement des éléments qui correspondent au savoir actuel. D'accord. Je peux répondre, je peux juste rebondir sur ce que vous n'êtes pas dire. d'accord non plus? Ah, ben, non, juste quelque chose, tout à fait. Bon, alors désolé, c'est vrai que moi quand j'entends reconstitution, je vois la recherche d'une forme d'exactitude. Non, c'est la restitution, ça plutôt. Je vous suis, c'est vous l'historienne de l'art. En fait, on a un enjeu bien particulier que n'a pas le cinéma, que n'a pas la littérature, etc. C'est pour ça que je voulais absolument vous parler des piliers en fait de l'œuvre au début. Hein, c'est un monde ouvert. En fait, vous pouvez aller partout.
absolument partout. Et ça, vous pouvez pas le faire au cinéma. Je suis un grand fan de la série Rome, par exemple. Moi aussi. La série Rome, elle dirige votre regard. Et en fait, vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes tout le temps dans la même rue. Et en fait, tout va bien. Vous êtes tout le temps dans la même rue, tout le temps dans la même maison, tout va bien. Pour nous, en fait, on a un vrai souci, mais du coup, c'est un challenge intéressant, c'est que du coup, il faut pouvoir faire en sorte de gérer toutes les éventualités, tous les angles de caméra, tous les endroits où le joueur ou les joueuses vont aller. Donc ça fait c'est un J'ai enjeu jamais joué. supplémentaire. Les personnages peuvent entrer où ils veulent, sortir, traverser. Oui, Donc oui. tout doit être prévu. Tout doit être prévu. Alors, il y a des espaces où ils peuvent pas rentrer, bien sûr, mais il y en a pas beaucoup, d'abord. Dans ce jeu-là, il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup d'espaces extérieurs, faut le dire. Mais faut dire que les maisons, elles sont un petit peu entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est quand même le premier enjeu. J'avais un deuxième point, mais je l'ai complètement oublié. Ah oui, si, sur la question des deux développements parallèles. Alors, en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est pas deux développements parallèles. En fait, il y a bien un développement. C'est le jeu principal, et dans lequel on s'efforce. Vous jaugerez du niveau là-dedans, mais on s'efforce d'intégrer ça, pas du tout sous forme de fiche en l'occurrence, c'est-à-dire qu'en fait, dans les quêtes secondaires, dans ce que les personnages parlent, etc., vous retrouvez, je l'espère, 2-3 éléments de nos lectures, etc. Ce serait comme des notes de bas de page. Mais voilà, mais vous n'avez pas les notes de bas de page là. Par contre, vous les avez dans le Discovery Tour. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a développé après, qu'on a développé pour les 3 derniers, tous les 3 avant-derniers épisodes, qui effectivement est un développement postérieur, qui en fait, postérieur, c'est jamais complètement postérieur, ça commence avant le lancement d'un jeu, vous imaginez bien, mais en fait, on part de l'existant, on part de ce qu'on a produit pour le jeu principal, et ensuite on fait un jeu qui n'est pas vraiment un jeu, j'aurais peut-être pas dire ça, mais qui en fait est juste une expérience où vous allez pouvoir lire, comme si vous lisiez un bouquin, quoi. Voilà, mais c'est du coup... voilà, je sais pas si ça... Si. Je précisé. un peu sur ce point, si vous voulez, Thomas, Romain, en parler un peu, parce que vous m'aviez justement parlé du Discovery Tour, donc comment l'utiliser en dehors du monde du jeu vidéo, comment vous, personnellement, vous l'avez utilisé pour justement de manière pédagogique, ou au moins pour un peu montrer aux étudiants comment la Grèce était à cette époque. Je ne l'ai pas utilisé. Donc, ça s'est vite réglé. Non, parce que ça fait quelques années que j'ai plus de sixième. Non, mais pour parler du Discovery Tour, oui, c'est un dispositif qui est intéressant puisqu'en fait, c'est ce que tu as un peu dit, c'est un jeu qui est plus vraiment un jeu. Si vous voyez pas vraiment ce que c'est, en fait, c'est le monde ouvert complètement d'Assassin's Creed, sauf qu'on lui enlève toutes les mécaniques en fait de combat. Il n'y a plus de narration, il n'y a plus de combat, vous pouvez juste vous balader. Ce qui était un souhait depuis très longtemps en fait de la part des profs d'histoire d'avoir un outil un peu plus facile que sinon on devait passer par de la capture vidéo, c'était pas évident. Donc ouais, tout ça s'est enlevé et sont insérés à la place des visites guidées. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous retrouvez devant le Parthénon, vous appuyez sur un bouton et puis vous avez une voix off en fait qui vous explique ce qu'est le Parthénon, etc. Mais ça nous dit quoi ? Ça nous dit ce que doit faire le jeu vidéo pour être éducatif en fait. C'est-à-dire que il doit être un peu moins un jeu, il doit être un peu plus présentable, on va dire. Pour, en fait, à l'intérieur du Discovery Tour, on a, je sais que c'est parfois perçu négativement, mais ça l'est pas du tout, mais on a une forme de pédagogie très classique à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez une voix off, vous avez le prof à l'intérieur, voilà. Comme on avait un petit peu sur les CD-ROM dans les années 90, je me souviens il y avait ces formes-là pour le Louvre, par exemple, pour Versailles, c'est-à-dire voilà, vous avez une forme de pédagogie très classique à l'intérieur. Parce que le problème à la base, pour faire plus, c'est que Assassin's Creed, c'est un jeu d'action-aventure RPG. Donc, et donc, oui, il ne peut pas spécialement faire autrement que de repasser vers quelque chose de purement magistral, en fait. C'est-à-dire que c'est souvent présenté comme une innovation pédagogique, ce qui est pas si faux que ça, mais quand même, on a une grosse partie très, très classique et frontale, en fait, à l'intérieur. Alors que les recommandations alors c'est pas depuis hier, mais depuis quelques décennies quand même dans l'éducation nationale, c'est de passer plutôt par des pédagogies dites actives. Donc voilà. Dans le secondaire. Dans le secondaire. Dieu merci, pas la fac. Ça commence un peu, je crois. Mais ouais, plutôt dans même dans le primaire en fait, dans le primaire et dans le secondaire.
Parce qu'à la fac, c'est plutôt ça faisait longtemps qu'on voulait donner ce sujet à un étudiant. L'analyse, vous avez raté le coche là, mais on va le faire. Je sens qu'il va y avoir des candidats. On voulait faire travailler les étudiants en master sur Assassin's Creed ou d'autres jeux de ce type, mais pas pour leur utilisation pédagogique, pour les étudier eux-mêmes. C'est-à-dire un peu comme pour le tableau de Jérôme, c'est-à-dire pas ce qu'il nous apprend sur la Rome antique ou sur ce que Flaubert nous apprend sur les Puniques, mais l'étudier en tant que manifestation dans une longue série de reconstitutions, à la fois ce que ça garde et ce que ça invente de l'Antiquité, et en même temps, et on échappe là au pédagogique, ce que ça prescrit. C'est-à-dire, j'ai pas encore d'étudiants qui me disent vu dans Assassin's Creed, ça va pas tarder, hein. Quoique je me demande si oui, je me demande si j'en ai pas déjà eu en fait, mais sans moi-même les repérer. Donc nous, ce qui nous intéresserait plus, c'est d'étudier le jeu, non pas de l'utiliser comme pédagogie de nos cours, mais l'étudier en tant que tel. Quelle antiquité ça fabrique, comme les gens l'ont fait au 19e, comme on l'a fait au cinéma, etc., etc. Donc c'est une utilisation, ce serait l'objet de notre discours et non pas le document sur lequel on s'appuierait. Ouais. Il y a des volontaires. C'est ça en fait que certains enseignants du secondaire essayent de faire en fait, hein, en collège ou en lycée. Enfin, pour ça, ce serait le lycée, c'est plus en collège. C'est-à-dire en effet essayer d'étudier le jeu vidéo comme une œuvre. Sauf que je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire à la fac parce que vous avez des étudiants et des étudiantes qui ont choisi je crois, hein, ont choisi un petit peu leur cursus. Or, pour des enfants du secondaire, pour des sixièmes ou pour les autres classes, s'il y a bien quelque chose que l'école construit pas, c'est justement ce rapport un petit peu érudit à des œuvres de divertissement en fait. C'est-à-dire qu'on demande à des élèves de collège d'avoir justement ce regard un petit peu savant, voire esthétique, sur des jeux vidéo. Et eux, pour eux, à cet âge-là, les jeux vidéo, c'est des jeux... Des fois, il faut enfoncer les portes ouvertes sur ce sujet-là, je suis désolé, mais des fois, il faut le dire. Et du coup, oui, on a parfois des tensions entre des tensions, c'est pas des affrontements, mais ce que j'entends par tension, c'est des contradictions entre les aspects ludiques et les aspects pédagogiques, en fait, de la situation. Par exemple, oui, j'ai pu observer le Discovery Tour utilisé, par exemple, dans une classe de 6e avec l'enseignant qui avait quand même ramené sa console. Ce qui dit déjà des contraintes un petit peu de l'activité. C'est le matériel, évidemment, qui avait ramené sa console, qu'il avait branchée au vidéoprojecteur et qui faisait jouer, en fait, ses élèves au Discovery Tour. Et là apparaît en effet la difficulté de cette forme pédagogique, c'est que vous aviez certains élèves, en effet, qui étaient très contents d'avoir la manette pour grimper, en fait, évidemment, aux immeubles. Que dans le mode pédagogique, le personnage garde en fait ses propriétés évidemment surhumaines, pendant que l'enseignant lui essayait désespérément d'avoir un discours un petit peu savant sur la frise des panneaux Athénée qui était visible. Sauf que les élèves, eux, étaient très amusés en effet de grimper un petit peu partout. C'est pour ça, peut-être pas le cœur de la conférence de ce soir, mais faut quand même comprendre que le discours qui dit qu'on apprend facilement en jouant, c'est un très beau discours, très marketing, mais qui est assez peu opérant sur le terrain et qu'en réalité, on observe plutôt des tensions en fait, entre le ludique et l'éducatif. Donc ça ne va pas tant que ça de soi et on le voit très très rapidement. On n'a même pas besoin de faire un doctorat hein, finalement pour le voir assez clairement dans une salle de classe. C'est-à-dire que cette tension-là, on le voit peut-être un peu moins dans ce que j'ai pu observer dans des lycées un peu plus. Enfin, j'ai pu observer en fait des séances de jeux vidéo dans des lycées voire très 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 favorisés, où en effet, en fait, vous avez des élèves qui, dans leurs loisirs, à la maison, dans leur contexte familial, ont déjà construit en fait ce rapport un petit peu savant vis-à-vis d'une œuvre de fiction, ce que vous retrouvez beaucoup moins dans des collèges avec un public plus populaire. En fait. Et c'est donc globalement des formes pédagogiques qui vont privilégier des catégories dites favorisées en fait. Contrairement au discours un petit peu médiatique, on va vous dire que les jeux vidéo ça permet de raccrocher les élèves. C'est pas si j'aimerais bien, mais c'est pas si efficace et magique que ça sur ce plan-là. Oui, pardon. J'aimerais un peu sur une expérience personnelle. Alors, je vous en avais parlé vite fait l'autre jour. Donc, alors, dans mon expérience personnelle, il faut savoir que je n'ai pas de formation en histoire de l'art, en tout cas en licence. Et donc, pour me remettre un peu à niveau, j'ai trouvé une formation qui est proposée par justement certaines universités. C'est une certification en histoire de l'art, qui donne un peu des connaissances générales. Et en fait,
c'est l'une des choses qui m'a un peu permis de penser à cette conférence. C'est que justement, pendant cette formation, on présente des œuvres d'art, des images, ce genre de choses. Mais j'ai été assez surpris puisque justement dans le cours qui est fait pour l'art grec, l'un des exemples qui est proposé, c'est un exemple de statue qui provient justement du jeu vidéo. Donc on peut voir justement que même dans l'enseignement supérieur, on commence un peu à prendre le tournant, même si c'est dans des formations qui sont... Non, il est pris depuis longtemps, je vous rassure. Ne vous inquiétez pas, il est pris. Ça fait très longtemps, grâce à Internet, quand j'étais étudiante, c'était pas possible, on avait des photos noir et blanc d'objets plus ou moins cassés. Après, il y a quand même eu la phase Internet, on pouvait trouver beaucoup plus d'images très facilement. Effectivement, toutes ces images fixes ou des captures d'écran, moi je sais pas passer une vidéo de 30 secondes en cours, donc je fais des captures d'écran de tout, c'est toujours des images fixes chez moi, même si c'est au cinéma, même si c'est dans les jeux. C'est intéressant d'utiliser donc ces reconstitutions en cours parce qu'elles présentent des qualités que n'ont pas toujours les restitutions des archéologues, que ce soit la couleur, que ce soit l'implication entre la géographie, les personnages, comme dans Rome, hein, on les voit vivre, on les voit jamais sur ce qui serait une maquette de Rome, on les voit au contraire vivre dans d'autres endroits. Donc ça a un intérêt pédagogique à l'université aussi. Là, les quelques étudiants que j'ai, ils le savent, on montre des images d'abord d'archéologues et puis après de Jérôme ou d'Assassin's Creed ou de films, des captures d'écran de films, etc., etc. Mais mais c'est un palliatif, si vous voulez. C'est finalement parce que l'archéologie et l'histoire de l'art sont pas assez impliquées dans ce genre de restitution plus globale. C'est finalement les reconstitutions fictionnelles qui sont plus intéressantes. Mais je ne désespère pas qu'un jour, on nous fasse des beaux dessins dans les revues d'archéologie. On n'a pas forcément besoin de vidéos, mais au moins au niveau des dessins. Donc on n'a pas parlé de tout ce qui était ville et reconstitution, mais on ne s'est pas trop penché sur justement les monuments en particulier. Parce que reconstruire une ville, c'est une chose, mais reconstruire un monument, c'est une autre. Parce qu'il y a différents aspects. Donc, une ville, c'est quelque chose quand même de très étalé. On n'a pas besoin de reconstituer tous les bâtiments très précisément. Mais un monument, c'est pas exactement la même chose, parce qu'un monument en soi, tout ce qui est monument, il y a tout ce qui est frise, les peintures, etc. Donc comment justement on reconstitue un monument dans un jeu vidéo? Mais moi j'avais l'impression que c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de reconstituer le Parthénon que les zones d'habitation, parce que les zones d'habitation, enfin, si on prend l'exemple d'Athènes, hein, les zones d'habitation, on n'en sait rien. On n'a pas le plan de l'Athènes du 5e siècle, on ne sait pas comment était la maison de Périclès, l'île dedans, l'île dehors, alors que le Parthénon, on sait à peu près tout, point par point. Si vous voulez faire le dedans, le dehors, entrer, sortir, grimper aux colonnes, si techniquement c'est possible, vous pouvez le faire. Alors que se balader dans une rue d'Athènes au 5e siècle, ce qui n'est pas se balader dans une rue de Rome, hein. Oui. Là, c'est beaucoup plus difficile, enfin, me semble-t-il. Non, mais c'est évident, vous m'enlevez ce que j'allais dire. Ouais, moi, très clairement. En fait, la façon, pour donner une idée, la façon dont on reconstitue, désolé d'utiliser ce terme-là, si j'utilise le bon du coup maintenant, mais quand on fait la reconstitution d'Athènes, c'est justement qu'on va s'accrocher à des éléments qu'on sait pouvoir introduire quasiment fidèlement. Évidemment, cette fidélité, elle a plein de guillemets. Il y a des questions d'échelle qui sont évidentes. Enfin, même pour moi, c'est pas forcément très très clair, mais il faut imaginer que votre personnage, il est vachement plus grand que ce qu'il devrait être, en fait, pas dans un monde réel. Enfin, vous parcourez la Grèce en quelques heures quand même. Enfin, a priori, c'est qu'on a réduit les choses. Les monuments doivent aussi être visibles de loin, il faut pouvoir y grimper, etc. Donc il y a plein de contraintes qui pèsent sur l'échelle, mais c'est vrai que, typiquement, le Parthénon, on est à peu près sur une maquette 3D dans le jeu avec plein d'adaptations, mais ça reste une forme de maquette. Il y a un souci du détail. C'est marrant que vous preniez l'exemple d'une statue, par exemple. Vous allez avoir des objets qui vont être intégralement reproduits. Là, on est sur une reproduction dans le jeu. Ça marche aussi avec certaines frises, ça marche avec pas mal d'œuvres d'art, en fait, en général. Ça va marcher. C'est un élément de détail que j'aime bien, moi, c'est les propylées, elles sont en construction. Le chantier, il est abandonné parce qu'on est pendant la guerre du Péloponnèse. Donc et c'est logique. Il y a de la ruine, oui, j'ai remarqué. Il y a beaucoup de ruines. Et il y a déjà des ruines, et en fait, c'est des ruines, entre guillemets, qui ont été pensées, pour le coup,
ce sont des ruines de choses qui étaient déjà en ruine. Et donc ça, ce sont des points de détail en fait qui permettent, qui sont en fait alors ça reflète un peu notre travail, j'en suis assez content. Ce sont des points qui ancrent en fait cette reconstitution dans des éléments de vérité historique. Et pour le reste, on va faire du plausible. Je vous parlais de plausible. Parce que, comme vous disiez, la maison de Périclès, d'ailleurs comme toutes les autres maisons, en fait, on est très embêté parce que, en l'occurrence, Athènes, c'est pas Rome, c'est pas d'autres sites antiques. D'une façon générale, la Grèce antique est assez décevante sur le plan de l'habitat civil, de nos connaissances là-dessus. Et donc, du coup, on a quelques éléments très fragmentaires qui viennent... Moi, en fait, je me souviens pour les maisons... Alors, encore une fois, il faut que je vous parle un peu de cuisine interne. Les maisons, vous imaginez bien qu'elles finissent pas par être toutes faites à la main intégralement. Donc, en fait, nos level designers, nos level artistes, les artistes qui font ces espaces, et en fait, il y a un moment donné où il faut qu'ils conçoivent des blocs. Il faut qu'ils conçoivent des éléments qui vont pouvoir... C'est un peu du Lego, qui vont pouvoir rassembler pour vous donner l'impression que ça change un peu, mais qui vont devoir utiliser un peu partout dans l'univers. Je vous dis peut-être une bêtise sur Assassin's Creed Odyssey, mais sur d'autres jeux, je peux vous dire, par exemple, il peut y avoir 3 niveaux de maisons, parce qu'en fait, vous avez la maison pauvre, la maison moyenne, la maison riche. Vous allez avoir des choses qui sont plus uniques, parce qu'il s'y passe des choses uniques. Donc du coup, là, on va à nouveau y mettre une intention. Mais la création de ces blocs qu'on va assembler, elle résulte d'une recherche. Moi, je me souviens pour le coup avoir été chercher des articles justement sur les rares exemples d'archéologie d'habitat civil qu'on connaît. Alors souvent, en plus, c'est de l'habitat rural. Donc, du coup, ça nous avance pas beaucoup pour une ville normalement, mais ça nous donne des éléments qui font quand même un petit peu, désolé d'utiliser le terme, un peu couleur locale, et qu'on va pouvoir utiliser sans totalement déconner. On sait qu'on est dans l'esprit. Mais néanmoins, je vous parlais tout à l'heure des recherches des artistes. Les artistes, ça, en plus maintenant qu'on a de l'intelligence artificielle et choses comme ça, alors ça lance des filets à la mer et ça ramène énormément de références visuelles. Et ces références visuelles, elles sont pas nécessairement historiques. Donc éventuellement, on peut être amené à les accompagner pour faire la sélection là-dedans, mais il faut aussi se rendre compte que eux, ils ont d'autres objectifs en tête. Ils ont d'abord des objectifs de cohérence esthétique et d'esthétique générale de l'ensemble. Et donc, du coup, il va y avoir un équilibre à trouver. Mais dans vos sources, vous parliez d'intelligence artificielle, mais juste avant, il y a quand même dû avoir une intelligence humaine. Est-ce que vous n'utilisez comme source que des sources archéologiques ou justement tout ce qui est éventuellement cinéma, parce qu'ils sont passés avant vous sur l'affaire, et éventuellement, parce que c'est là-dessus que je travaille en ce moment, vous en avez mis juste avant, tous les peintres du 19e, anglais, français, qui sont à la fois, selon moi, deux grands artistes, même si aujourd'hui on les méprise abondamment, et qui, en même temps, des gens comme Alma Tadema, alors là on est en plein kitsch délirant, mais Alma Tadema ou les Olympiens, là, carrément, ou les néo-grecs, qui, eux, étaient véritablement à la pointe du savoir du 19e, qui a, pour certains aspects, pas beaucoup progressé. Donc leur corpus imagier, ce n'est que l'archéologie, enfin les publications archéologiques, ou est-ce qu'ils vont voir d'autres types de reconstitution? Je parlais beaucoup d'archéologie parce qu'on parlait de monuments et donc on y revient assez souvent, mais bien sûr, oui, il y a tout à fait ce type de référence. Il est très bien. Ce type de référence va être utilisé, c'est évident. C'est d'ailleurs potentiellement parfois une difficulté. Là, je vous dévoile des éléments qui peuvent être parfois compliqués dans mon métier. C'est parfois de lutter contre des trucs qu'ils ont vus et qui sont faux. Donc ça, et on sait que ça arrive assez souvent. Nos équipes. Je ne vous ai pas dit, c'est fait au studio de Québec, mais c'est en fait fait en plein d'autres studios dans le monde. Au final, il y a 1000 personnes qui travaillent sur Odyssée. Donc, je ne peux pas être derrière 1000 personnes. Et ces gens-là vont éventuellement avoir des références. Quelques années avant Odyssée, je sais pas, il y a 300 qui est sorti, par exemple. Ça fait des images dans la tête des gens. Donc, ça veut... Alors, d'abord, on peut essayer de lutter contre ça, mais d'abord, parfois, on ne le veut pas. Et là, j'y arrive. Parfois, on ne le veut pas parce que justement, notre produit n'est pas c'est un produit culturel, mais on n'est pas dans un travail scientifique. On est en train de produire une œuvre, et cette œuvre, elle est elle-même la somme de toutes ces influences. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de contrebalancer, en fait, certaines des représentations qui peuvent être des clichés faux, des choses comme ça, avec des éléments de véracité. Donc, en fait, parce que en l'occurrence, c'est un pilier de notre marque. En fait, on va faire. Mais vous êtes plus sourcilleux sur la véracité, je vais dire archéologique, c'est-à-dire
ce qui a trait à l'image. Hein. Je ne parle même pas de l'histoire. Est-ce que c'est vraiment la guerre du Péloponnèse? C'est pas la question. Vous êtes vraiment pointilleux concernant la véracité des monuments, des rues, des machins, de la géographie, mais alors même que le fait d'avoir une héroïne ou tout ce qu'il veut faire ne relève absolument pas de la société grecque. Donc pourquoi vouloir, outre qu'il grimpe pas aux colonnes dans l'Antiquité, enfin, qu'on sache, pourquoi vouloir être plus scientifique dans le domaine alors du visuel, c'est-à-dire des paysages, de l'urbanisme, des vêtements, parce que de toute façon, ils vont pas tomber amoureux dans l'Antiquité. Un bon point. Je précise que ce travail ne concerne pas que les monuments. Hein. On parle de monuments ici. Il concerne tout le reste. Hein. Il y a énormément d'éléments d'histoire sociale de la Grèce antique, etc., qui se retrouvent dans les quêtes. Néanmoins, pour vous répondre exactement, en fait, faut imaginer qu'en fait, ça fait partie de l'ADN de la marque. En fait, on a des joueurs et des joueuses qui attendent une certaine chose. C'est à la fois de pouvoir grimper à tous les monuments parce que ça fait partie de l'expérience de jeu qui est attendue, et que sur le reste, on soit un peu sérieux. Donc en fait, quelque part, on est aussi contraint par cette forme de demande. Ça nous distingue aussi. En fait, ça nous distingue je vous parlais de 300 tout à l'heure. En fait, ça fait de nous une proposition très différente de 300, par exemple. Et c'est pas grave, les deux peuvent exister. C'est pas. Mais justement, le fait d'insister sur cet effort de documentation, de reconstitution, en fait, ça fait de nous une œuvre assez unique en fait là-dessus. On peut aimer ou pas aimer, mais c'est puisque vous parlez de 300, il se trouve que miraculeusement j'ai vu le film. Je trouve que 300, c'est pas qu'il est plus intéressant, hein, mais finalement, vous êtes dans une sorte de réalisme, de volonté de réalisme de l'image qui est pas beaucoup plus réelle que celle de 300. Je peux pas vous laisser dire ça. Vraiment. Non, mais vraiment, 300 n'a aucune volonté de réalisme visuel. Et 300, parce que 300 répond à d'autres objectifs. Mais le réalisme pour la guerre entre les Grecs, enfin en l'occurrence les Spartiates et les Perses, ne passe pas nécessairement, je ne veux pas critiquer, par une réalité du costume, de la chaussure et du bouclier. Il y a autre chose à la fois dans l'effet de réel et dans le réel du combat, de la guerre, du je sais pas quoi, de l'image qu'on peut avoir des Perses. Par exemple, si vous prenez 3 images que les Grecs produisent sur les Perses, ce ne sont déjà pas les images que les Perses produisent sur eux. Donc comment allez-vous choisir ? Est-ce que vous allez représenter les Perses c'est les guerres péloponnèses, mais si vous aviez à représenter les Perses, est-ce que vous les représenteriez comme les Perses se représentent eux-mêmes ou comme les Grecs les représentent ? Dans 300, ils ont inventé un truc totalement délirant pour le roi de Perse, mais qui finalement correspondait assez bien à l'impression que les Perses ont pu faire sur les Grecs. Beaucoup plus que les miniatures qu'on a sur les vases grecs, ou même que les archers de Persépolis, que de toute façon, ils n'avaient pas vu. Moi, plusieurs de mes collègues en étaient d'accord. Alors, certains y ont vu du racisme, des trucs, je ne sais pas si vous voyez à peu près comment était représenté le roi des Perses. L'effet qu'il produit sur les spectateurs aujourd'hui, qui est censé être l'effet qu'il produit sur les Spartiates qui vont se battre, est absolument cohérent avec l'effet que les Perses leur ont fait. Même si, dans le détail, tout est faux. Strictement, tout est faux. Il n'était pas couvert de bijoux et de machins comme il l'était. Mais l'effet est bon. Mais on est, en fait, typiquement sur ce qui différencie le média pour lequel je travaille et le cinéma, parce qu'en fait, si on avait représenté les Perses, si on avait représenté les Perses, on aurait en fait eu des Perses entre guillemets authentiques de leur côté et on aurait entendu le point de vue des Grecs. Mais on ne les aurait pas vus comme ça. On parle d'image. Il faut choisir l'image. Mais justement, en fait, nous, en tant que spectateurs et spectatrices, quand on regarde 300, on est forcé d'avoir un point de vue. C'est pas le cas chez nous, en l'occurrence. Et donc du coup, on n'aurait pas été dans cette optique-là. Mais ça veut pas. Pour moi, les deux sont tout à fait intéressantes. C'est pas je fais pas de hiérarchie en fait entre les deux. C'est justement que d'un côté,
on veut passer le message de c'est comme ça que les Grecs auraient vu. Bon, à mon avis, on va faire passer beaucoup d'autres messages en 300. Mais là, on est en train de. Enfin, parce que je suis historienne de l'art et c'est pas l'histoire tant le sujet que l'histoire de l'art, puisque vous êtes obligé de fabriquer l'image, indépendamment du scénario de vos personnages et du scénario extérieur dans lequel ils se greffent. Si vous aviez, alors là, par exemple, à représenter un Spartiate, on n'a pas d'image Spartiate d'eux-mêmes. On n'a que des images athéniennes des Spartiates. De la même manière que, alors, inversement, si vous avez choisi les guerres médiques, qui sont plus sexy quand même, vous devriez tenter le coup, on a des images des Perses par eux-mêmes et on a des images des Perses par les Grecs. Et puisque vous devez fabriquer une image, qu'un Perse doit se balader quelque part sur l'écran, il va falloir choisir. Qu'est-ce que vous allez choisir comme image ? Ah, on va en créer une autre. En fait, voilà, c'est ce qu'ils ont fait l'an 300. Mais bien sûr, mais en fait, on va nécessairement. Mais enfin, en l'occurrence, c'est ce qu'on a fait, hein, parce que je veux dire. Enfin, on parlait d'environnement, mais on pourrait parler des personnages. Les personnages dans Odyssey. Alors, faut savoir, dans Assassin's Creed, j'aurais tendance à dire, je sais pas si je devrais complètement dire ça, mais j'aurais tendance à penser qu'on est moins notre souci de la reconstitution, en l'occurrence, est moins applicable au personnage, en particulier au personnage principal. C'est quand même assez important. Et en fait, là, on est clairement sur une suite de compromis. Je tiens quand même à dire, ce qui nous différencie encore une fois du cinéma, c'est que 300, avec toutes les questions qu'il peut y avoir autour, c'est une œuvre, ça reste une œuvre de quelqu'un. C'est beaucoup moins facile. Enfin, je pourrais pas vous dire de qui est vraiment l'œuvre d'Assassin's Creed Odyssey. C'est une œuvre totalement collective. Donc en fait, vous avez il y a un directeur créatif, Jonathan Dumont, mais il n'a pas été derrière tous les détails du jeu. Et en fait, vous avez une suite de compromis qui va nécessairement introduire des éléments d'authenticité, effectivement, il y a des recherches historiques, etc. Mais vous allez avoir la littérature qui a été lue. Je vous disais, on se distingue quand même d'une démarche scientifique. Par exemple, quand on fait la Grèce d'Odyssée, comme on n'est pas dans la possibilité, dans tous les cas, de revenir à ce qu'était exactement la Grèce de la guerre du Péloponnèse. C'est quoi la principale source descriptive sur la Grèce antique ? C'est Pausanias, on est après. Enfin, voilà. Mais il n'y a pas d'image. Exactement. Quand vous avez indiqué quelque chose, vous allez devoir fabriquer l'image. Exactement. Et par exemple, la description de Sparte, en fait, repose en particulier sur des éléments de la description de Pausanias. Et en fait, alors qu'en plus, ça recoupe pas le peu qu'on sait archéologiquement, ça pose plein de questions. Mais en fait, effectivement, il y a des choix qui vont être faits à ce moment-là, mais ce sont des choix qui vont... on est guidé quand même par une recherche de spectaculaire, on va pas se mentir, ça fait partie du jeu. On est poussé aussi par une recherche d'une forme de cohérence esthétique de l'ensemble. On fait passer des messages aussi. Alors, ça, on va revenir un peu, le parallèle cinéma-jeu vidéo, il est opérant pour certains trucs. Les régions, par exemple, sont thématisées dans Assassin's Creed. Donc, si vous voulez, si vous voulez faire passer l'idée qu'un endroit est menaçant, par exemple, vous allez introduire ça dans la grammaire visuelle. Et donc, en fait, vous allez légèrement manipuler, en fait, des éléments que vous avez... Donc, je ne sais pas si je m'égare un peu, mais en fait, à chaque fois que vous allez forger une image comme ça, vous allez faire tout un tas de compromis, de choix. Alors, j'aimerais vous dire que tout est ultra calculé. C'est pas toujours exactement le cas, puisque je vous ai dit, c'est une œuvre collective. Mais en fait, par exemple, si on veut passer tel ou tel message à propos d'un personnage, par exemple, on va effectivement être amené à faire un choix dans la documentation, dans les inspirations qu'on pourrait mobiliser. Voilà. Spartiates, Athéniens, dans notre jeu, par exemple, ils sont pas très très caractérisés. En fait, il n'y a pas les bons et les mauvais ? Non, il n'y a pas les bons et les mauvais. Parce qu'en plus, on passe de l'un à l'autre, on survole un peu cet univers. Ils sont pas extrêmement caractérisés en tant que... Je crois pas. Il y a des éléments visuels, il y a des couleurs bien sûr qui sont utilisées, qui sont évidemment fausses. Mais il y a des espèces de codes couleurs pour les reconnaître. Mais vous avez pas les stéréotypes des Athéniens sur les Spartiates, et vous les entendez un peu dans le discours de certains personnages. Ça, vous allez retrouver. Mais effectivement, non, on retrouve pas exactement ça. Voilà. Je vais maintenant trancher.
Non, mais en fait, je trouve ça super intéressant. J'ai pris plein de notes là, parce qu'il y a quand même toujours ce discours, dès qu'on parle de jeux vidéo et d'histoire, c'est la question du réalisme. En fait, quoi. C'est l'impression qu'on ne peut pas poser d'autres questions que ça. Notamment à chaque sortie d'Assassin's Creed, même si j'ai l'impression, au niveau de Mirage, les articles grand public que j'ai eus sont un peu moins dans le fact-checking, en fait. Parce que là, on le voit bien, quand on essaie de parler un peu du réalisme, qui est un mot qui pose plein de problèmes, je trouve, on parle surtout du visuel, en fait. Et des fois, moi je goûte assez peu à cette vision de l'histoire, se demander est-ce que c'est la bonne boucle de ceinturon que les soldats ils ont, est-ce que cette pierre elle était bien là ou pas. Puis tu l'expliques bien, c'est-à-dire que il y a des bâtiments qui sont copiés-collés, il y a des statues aussi, c'est-à-dire il y a cette idée de combler les trous, parce que je parlais des convaincus, je crois, mais l'historien ne travaille pas sur le réel d'une période, puisque celui-ci est perdu depuis très longtemps, je crois. On travaille sur des traces. Bon, je ne dis pas trop d'âneries, je crois. Enfin, j'espère. Mais, ouais, voilà, c'est-à-dire que. J'ai pas osé le dire, vous êtes bien un historien. Mais par contre, il y a quelque chose que le jeu vidéo a beaucoup plus de mal à le faire en termes de reconstitution, c'est d'essayer de reconstituer l'univers social, les mentalités de l'époque. Pour les jeux très grand public, il y a deux choses que le jeu grand public a du mal à parler, c'est la politique et la religion. Hein. Et le sexe aussi, apparemment. Je crois que ça va, là, dans celui-là, on peut... Ouais. Ça a été marrant d'essayer de faire ça, de votre côté. Hein. Et je sais plus ce que je voulais dire, du coup. Oui, voilà, mais parce qu'au niveau de la politique... Oui, c'est vrai. Oui, l'histoire et l'histoire de l'art. Oui, au niveau de la politique, c'est quand même assez intéressant. C'est que, par exemple, la guerre du Péloponnèse, j'ai fait que les 15 premières heures de jeu, je crois, ce qui dit déjà la difficulté d'analyser un jeu vidéo. J'ai fait que 15 heures. Mais la guerre du Péloponnèse, je crois, elle n'est même pas expliquée. On ne sait même pas pourquoi il y a une guerre du Péloponnèse dans le tout début du jeu, j'ai l'impression. Mais la plupart des Grecs ne savaient pas non plus. Oui, voilà. Mais après, le problème, c'est le discours qu'on a parfois sur je reviens à chaque fois au discours médiatique, parce que j'aime bien, mais sur les jeux vidéo qui permettent d'apprendre l'histoire, si le jeu voudra vraiment être très éducatif, il y aura un Hérodote, je crois, au début du jeu qui est là, voilà, il pourrait peut-être un petit peu expliquer, il ne le fait pas, me semble-t-il. Et puis, à ce côté de la série... tu disais, on est un peu du côté des Athéniens puis des Spartiates, c'est-à-dire on ne prend jamais trop de camps. Celui sur la Révolution française, il est très comme ça quand même. Mais vous êtes... Pardon. Quand vous créez ça, vous êtes au croisement de deux vastes problématiques. Celle dont j'ai déjà parlé, vous avez déjà parlé, la nécessité pour l'image de combler les trous qui correspondent ni aux images antiques, ni aux textes, etc. Et personne ne vous demande d'être entièrement réaliste. De toute façon, personne ne le sait. Et même si on le savait, aucun spécialiste, contrairement à vous qui devez mettre de tout, aucun spécialiste ou aucun conseiller que vous auriez ne serait spécialiste de tout. Donc c'est pas grave que ce soit faux, on peut pas vérifier du moment qu'esthétiquement ça se tient. Concernant maintenant l'histoire, c'est-à-dire finalement le scénario, alors justement vous parliez d'historiens, bien tous les historiens de l'art sont des historiens. Je suis pas sûre que tous les historiens sont des historiens de l'art. C'est-à-dire il y a un côté éthéré, on parle de la guerre, mais on sait pas où ils la font, avec quoi, pourquoi. Moi j'ai eu des dizaines, alors c'est pas 15 heures là, c'est 10 ans de cours sur le théâtre par des profs de littérature qui ne savaient pas comment était fait un théâtre antique. Hein. Donc ça les défrisait pas. Aujourd'hui ça s'améliore quand même. Il y a un historien quelque part parmi nous. Ça s'améliore. Mais enfin, quand j'étais jeune, c'était pas très amélioré. Donc, effectivement, souvent les historiens ne sont pas des historiens de l'art, donc vivent hors sol, hors réalité. Or, vous êtes contraints, même pour raconter vos personnages et la guerre, de fabriquer du réel, de montrer du réel. Mais la question que je voulais vous poser, c'est une autre vaste question qu'on a à la fois les paradoxes temporels et toute la question des romans historiques, etc., qui font intervenir des personnages de fiction dans la réalité. Je pense à la Révolution française. Est-ce que vos personnages sont hors finalement action et la guerre se déroule sans eux, ou est-ce qu'ils interviennent sur l'histoire? Alors, un peu les deux. En fait, en général, et c'est d'ailleurs tout à fait le cas sur Odyssée, en l'occurrence, l'exemple qui nous concerne ici, l'histoire principale, l'histoire du personnage principal, reste une histoire assez déconnectée des enjeux. Donc il n'y a pas des enjeux géopolitiques. Et ça va venir en fait par l'intervention des personnages secondaires, etc. Grosso modo. Hein. Je veux pas vous dire, c'est pas nécessairement une
politique, mais c'est un peu comme ça que c'est produit. Parce qu'effectivement, ça permet en fait, il y a deux niveaux d'immersion du joueur et des joueuses. C'est d'abord une question d'attachement émotionnel, etc., au personnage principal et à sa quête personnelle dans cette histoire-là. Et puis ensuite, il y a le lien au monde. On pourrait faire, à mon avis, je ne vais peut-être pas dire ça, je suis enregistré, mais on pourrait faire mieux. Mais en tout cas, c'est pour l'instant, c'est à peu près comme ça que c'est bâti. En tout cas, c'était comme ça que c'était bâti sur Donc Odyssey. il ne change pas l'histoire. Très clairement. Et alors, il ne change pas l'histoire, ou alors de façon très superficielle et très gamey, très. En fait, simplement, faut imaginer que la guerre du Péloponnèse de Odyssée, en fait, c'est une espèce de stase. En fait, il y a une date, on est en 431, mais en fait, on pourrait y jouer 400 heures. Qu'en fait, l'année change pas. Et par contre, vous avez des provinces qui changent d'allégeance régulièrement, de façon absolument pas historique. Vous avez des. Mais ne regardez pas comme ça, c'est pas grave. Oui, je sais. Mais Je vais vous mettre une note. Et elle change d'allégeance. Notamment, alors il y a à la fois une espèce de méta-jeu qui continue à tourner tout seul, mais aussi à cause de votre action, parfois, parce que dans le jeu, vous êtes un ou une mercenaire. Et donc, vous allez dézinguer le chef de telle région, et paf, ça fait passer... Mais ça ne change pas le cours de l'histoire. Mais comme ça dans ne change pas le cours de l'histoire. Paradoxes temporaux. On a fait ça Temporel. quand même. On a fait ça quand même dans l'histoire d'Assassin's Creed. Il y a eu des moments où le personnage principal était amené à tuer quelqu'un qui était historiquement mort. Enfin, je veux dire, du coup, à jouer un peu... c'est un peu, pour le coup, on est plus proche de la logique de Rome, en l'occurrence, où on est là, on a eu un impact, mais on nous a pas retenu dans l'histoire. En fait, c'est un truc que j'aime bien en l'occurrence. Mais il y a 2-3 petits éléments comme ça dans Odyssée. C'est pas forcément le plus riche de ce point de vue-là, à mon avis, mais parce que c'est en l'occurrence, l'accent n'est pas vraiment mis là-dessus. C'est vraiment en l'occurrence, c'est vraiment un jeu d'environnement gigantesque. Néanmoins, il y a quand même des moments où on donne l'impression. Alors, je ne vais peut-être pas dire ça non plus, mais on donne l'impression aux joueurs ou aux joueuses qu'ils ont un impact. Par exemple, un truc dont j'étais particulièrement content sur Odyssée, c'est le fait que ce concept en fait historiographique complètement fumeux qui est le cercle de Périclès a une existence en fait dans le jeu, c'est-à-dire en fait effectivement c'est dans la fameuse villa de Périclès qu'on rencontre tous ces gens illustres de cette époque. Ça c'est ce qu'on appelle un hub narratif, c'est un endroit où en fait toutes les quêtes sont raccrochées en fait. C'est comme une espèce de menu pour le personnage principal et en fait en l'occurrence on a l'impression à ce moment-là, avec la série de quêtes que ça déclenche, en fait, d'être au premier rang du théâtre de l'histoire, en l'occurrence. C'est, en fait, évidemment, l'histoire, elle a prévu d'avancer dans tous les cas. Donc, ces quêtes-là, en l'occurrence, il faut qu'on les complète pour avancer. Mais on donne à ce moment-là l'impression qu'il a eu un impact, il ou elle a eu un impact, effectivement. Mais c'est un peu un... Mais indépendamment du jeu et du fait de jouer, et du scénario pour les... On a un temps à respecter pour un peu envoyer sur les 10 derniers petits points qui restent. Alors nous, ça va être une question un peu double. Alors, on nous a posé la question des métiers qui pouvaient tourner autour de l'histoire de l'art et du jeu vidéo. Et je vais faire une question double en la reformulant un peu. Alors déjà, est-ce qu'il y a des métiers justement qui concernent un peu ces deux choses, mais également, alors là je m'adresse aussi un peu à Romain, est-ce que justement ces supports, notamment le jeu vidéo auquel on a parlé, pourraient pousser justement des élèves qui sont dans le secondaire justement à les pousser vers des métiers de l'histoire, ou des métiers justement qui mêlent les deux, l'histoire et le jeu vidéo? Donc un peu les deux questions. De manière magique et complètement non. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr que ça marche comme ça. Après, quand on fait il y a beaucoup de séances en fait en collège sur l'orientation, notamment en troisième, en fait, de découverte des métiers. Oui, c'est des choses qui peuvent être qui peuvent être conseillées. Il me semble qu'il y a des ateliers aussi qui sont faits. Je crois que c'est d'ailleurs Ubisoft Bordeaux, je crois, qui met ça en place. Il y a un partenariat avec l'Académie. Je ne sais pas s'il existe encore, mais il y a quelques années, il y avait ça. Mais ça, c'est l'autre pendant du sujet du jeu vidéo à l'école, en fait. C'est l'aspect création, en fait. Moi, je suis un peu moins dessus, mais ouais, c'est parfois un échappatoire dans les discours. C'est-à-dire qu'on voit qu'essayer d'apprendre en jouant, c'est pas si évident, et on dit non, mais on va
regardez, on va faire des créations de jeux, ça marche mieux. Mais oui, c'est autre. Enfin, là, pour le coup, après, c'est complètement différent de la pratique ludique. Si la question c'est est-ce que c'est possible, oui. Mais comme conseiller n'importe quel métier. Regardez, un film peut donner envie de faire du cinéma. Voilà, a priori. Après, c'est le transfert qui est parfois donné en dehors des métiers, c'est de dire que jouer à la maison à un jeu vidéo va donner envie aux joueurs d'approfondir ses connaissances sur tel ou tel sujet. Ça peut arriver. Après, c'est à mon avis pas du tout spécifique aux jeux vidéo. C'est un discours qui accompagne la fiction, parfois un petit peu pour la légitimer, pour dire qu'on peut apprendre des choses avec. Mais ça me semble aussi socialement assez situé, quoi. C'est-à-dire dans quel milieu social vous allez avoir des enfants qui, après leur partie de jeux vidéo, vont regarder un documentaire ou ouvrir un livre. Je pense que là, on retombe sur des questions d'éducation en fait, parentale, et de voir un petit peu les stratégies éducatives des parents auprès de leurs enfants. C'est en sciences de l'éducation ce qu'on appelle la pédagogisation des loisirs. Voilà. Et notamment, il y a un métier qui est très fort dans le fait de pédagogiser les loisirs de ses enfants, c'est les enseignants, bien sûr. C'est-à-dire d'essayer de beaucoup utiliser notamment de jeux éducatifs. Encore une fois, c'est socialement pas très neutre, mais c'est un effet qu'on peut valoriser, mais je pense qu'il faut pas croire que ça arrive dans 100% des cas. Et donc, pour envoyer sur les métiers. Sur les métiers, alors historiennes travaillant dans le jeu vidéo, je pense que je les connais tous et toutes, et ils sont pas nombreux, donc c'est pas en soi un débouché en vrai. Par contre, je pense que les métiers du jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo, valorise beaucoup de double parcours. Alors, en fait, beaucoup de gens moi, j'ai beaucoup de collègues game designers, level designers, etc., des level designers qui ont fait des études d'architecture, par exemple, ça existe. Ou d'histoire de l'architecture, en l'occurrence, ça existe. Parce que justement, ça peut être une espèce de double compétence. Avoir appris aussi à construire des volumes 3D dans des logiciels, etc., c'est quelque chose qui se valorise. Moi, j'adore travailler avec des game designers qui ont une sensibilité historienne, ou en histoire de l'art, ou en archéologie. C'est vraiment un bonheur pour moi. Ça fait des gens qui ont cette sensibilité-là. Ça existe, ils existent, ils travaillent même un peu sur Assassin's Creed, et ça explique certainement beaucoup de choses d'ailleurs, et pas que d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres parcours. En fait, souvent, les game designers, c'est un métier, les métiers du jeu vidéo sont beaucoup professionnalisés ces dernières années. Il y a beaucoup de gens qui font des écoles de jeux vidéo. Alors, la plupart des écoles ne sont pas gratuites, il n'y a qu'une grande école publique, et il y a beaucoup d'écoles privées. Donc, c'est certainement aussi, ça pose plein de questions en termes de sociologie là-dedans. Néanmoins, il y a beaucoup d'espèces de double parcours, beaucoup de gens qui rentrent sur le tard dans une école, en fait, qui vont faire typiquement un master d'histoire de l'art, et puis un cycle de game design, par exemple. Et ça, en fait, c'est l'une des... Moi, j'ai l'impression que c'est l'une des sous-filières du jeu vidéo qui existe et qui est importante. La principale étant des gens qui ont décidé de faire du jeu vidéo au sortir du bac, ça existe. Et puis il y a tous ceux qui viennent des sciences entre guillemets dures, les autres, les ingénieurs, parce que pour le coup c'est des profils aussi ingénieurs. Mais donc ça existe, mais c'est dans le cadre surtout de double formation, je pense. Pareil pour l'écriture créative. Il me semble aussi pour concevoir vos mondes, il y a aussi tout le travail des concept artistes, qui est aussi très important. Oui, les artistes, oui, c'est vrai, je ne parle que de game designer, il y a aussi des artistes qui ont des profils, qui ont fait des études d'art, d'histoire de l'art en l'occurrence, à la base. D'accord. Bon, a priori, on a à peu près évoqué tous les points, et de toute façon on arrive à la limite du temps. Donc j'espère que la conférence vous a plu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant. S'il y a des questions. Oui. Juste vous demander pour quel âge de joueur le jeu était conçu, j'allais dire au départ, puisqu'après on a des publics très variés qui peuvent y jouer. Est-ce que c'est conçu pour un public adolescent? Est-ce que c'est conçu pour un public adulte, jeune adulte? Comment vous l'avez pensé au début du jeu? Alors j'espère que vous n'allez pas me faire dire une bêtise en termes d'âge légal de vente, parce qu'il y a en fait c'est réglementé. Je crois que c'est 16. Je crois que c'est un PEGI 16 Assassin's Creed Odyssey. Vous me confirmez? C'est 18. Voilà. J'ai donc dit une bêtise. En fait, il est effectivement pensé comme ça.
En fait, alors, j'étais pas là dans la salle de réunion du début, mais en fait, si, c'est logique que ce soit un PEGI 18, parce que de toute façon, à partir du moment où il y a du sang, etc., on est sur un PEGI 18. Donc, si, il est pensé comme ça. Il n'est pas que pensé comme ça. Hein. Il n'est pas fait pour être joué par des adolescents. Il faut que les parents, bien sûr, et c'est une grosse partie du public d'ailleurs, mais il faut que les parents soient derrière leurs enfants et pas les laisser jouer aux jeux vidéo tout seuls, hein, en principe. Voilà. Ce qui n'arrive jamais. Mais... ce qui est pas bien. Mais après, il y a le Discovery Tour qui est... par contre, le Discovery Tour, je crois qu'il est PEGI 6. Comme ça. Non, je dirais 12. Moi. Il n'est pas 18 en tout cas. Et d'ailleurs, ça me fait penser à toute une polémique, je suis désolé d'en parler, mais qui avait eu lieu plutôt au premier Discovery Tour qui était sur Origins. Qui était sur l'Égypte antique, où pour le Discovery Tour, justement, les statues ont été habillées. Pour pas que ça choque. Ouais, mais dans la version française aussi ou seulement américaine? Partout. Alors dans Odyssey, ça a été corrigé, c'est-à-dire voilà. Ils ont des feuilles de vigne? C'est pas une question. Dans celui sur l'Égypte antique, oui. C'est pas une question d'âge, ça. Et dans une question de localisation. Bah ouais, je me doute. Mais ça a été pour Odyssey, par contre, ça a changé. Oui. Vous avez des statues nues? Je sais, j'ai vu ça tout à l'heure, en fait. Dans le Discovery Tour, il y a une option pour désactiver la nudité. Encore une fois, quand on parle de réalisme, vous voyez qu'il y a... Pour désactiver la nudité. Oui. Après, je sais pas trop. C'est-à-dire, notamment, elles sont habillées. Enfin, plutôt, ils sont habillés. J'ai pas essayé, donc je pourrais pas dire. Mais ça me fascine, ça. Non, parce que récemment, il y a des étudiants qui sont venus me voir en cours, donc d'histoire de l'art grec, non pas pour me demander de mettre des feuilles de vigne et de prendre des photos du 19e, mais inquiets de ce que j'allais montrer en cours. Est-ce que ça n'allait pas heurter leur... Oui, il y a 8 jours. Est-ce que ça n'allait pas heurter leur sensibilité que de leur montrer des vases grecs? Je ne sais pas si vous voyez vaguement les uns et les autres ce que c'est que des vases grecs. C'est pas non plus de la sombre pornographie ou de la violence. Justement, il n'y a jamais d'acte violent. Non, il n'y a jamais d'acte violent sur les vases grecs. Il n'y a jamais de mort. C'est pas l'Iliade. Il n'y a pas pendant 10 minutes du sang qui sort, les yeux, les boyaux. Ah oui, mais je leur montre pas ça, même au grand. Mais même ça, il va falloir peut-être que je le fasse aussi pour mes cours, que je prévois un rhabillage, un logiciel d'intelligence artificielle qui va rhabiller les figures. Je rêve de ça. Il me semble que le contexte est différent, mais effectivement, c'est pas, je le souhaite en tout cas. Il y avait d'autres questions. Je voulais savoir, parce que vous aviez dit qu'il n'y avait pas les pertes dans le jeu d'édition au tout début du projet. Est-ce que vous avez aussi des recherches alors voilà, je te crois. J'ai écrit des articles sur les Perses pour ce jeu, donc il y en avait probablement. Néanmoins, ça doit être une quête secondaire. En fait, mais oui, ils sont là, ils financent une partie de la guerre. Comment ? Normalement, c'est au tout début dans la scène d'introduction. Ah, mais c'est très rapide. Oui. C'est pas très central dans le c'est le premier combat, non, c'est ça? Je sais plus. Ouais. Ah oui. C'est aussi surtout dans un apocalypse. D'accord. Il est trop là. Alors, c'est pour répondre vite à la question. Dans le jeu, il y a un DLC où pendant un gros moment, on voit les Perses, et là, c'est bon. Là, clairement, il y avait une volonté de se rattacher à 300 et pas de faire le même pour l'histoire. C'était pas Persépolis, c'était plutôt 300. Voilà, c'est-à-dire, on voit des Perses, des soldats perses, mais on a très clairement les armures, les masques, c'est du 300, et c'est pas tel que dans la réalité. Là-dessus, il y a eu un autre choix. C'est tout à fait. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choix qui sont faits. Les DLC, je peux pas en répondre. Mais on est toujours sur une somme de choix. 300, ça fait partie des représentations de la Grèce antique qui sont dans l'air. On a eu aussi ces questions-là sur Viking autour de Valhalla, par exemple. Faut gérer avec ça. Monsieur. Pardon, oui. En termes de méthode, de méthodologie, parce que vous avez dit qu'il y avait beaucoup de sources iconographiques, littéraires, etc. Mais comment, au final, vous avez sélectionné vos sources parce qu'il y a eu des discussions en interne sur ça, logiquement, mais est-ce que c'est surtout en termes de gameplay, en termes de visuel, en termes d'immersion, en termes de cohérence que ça s'est joué, ou c'est vraiment en termes de
Notre rôle, il s'arrête à donner les éléments aux créatifs. Donc en fait, les créatifs vont faire leur choix d'abord sur des questions créatives. La méthode, c'est qu'on fournit la documentation. On fournit la documentation, on est éventuellement amené ensuite parfois à réintervenir quand on voit qu'il y a des choses qui collent vraiment pas et qui correspondent pas à l'identité qu'on veut donner au produit. Ça, c'est autre chose. Mais on fournit d'abord la documentation. Donc en fait, vraiment pour répondre à ça, les créatifs ont vraiment le dernier mot. C'est pas du tout nous, en l'occurrence. Vous avez parlé succinctement d'intelligence artificielle. Je voulais savoir, avec le développement des chatbots, des personnages qui vont avoir des discours autonomes, ce genre de choses, est-ce que vous avez déjà des réflexions, des stratégies là-dessus? Et parce qu'il me semble qu'il y a interne à Ubisoft la Forge, qui fait de la R&D spécialement. Est-ce que vous commencez déjà à réfléchir à la compilation de données ou de sources, même de tests peut-être, pour faire des personnages avec lesquels qui pourront guider les joueurs, comme vous parlez des robots, il me semble, ou ce genre de PNJ Je te repasserai clairement mon mandat si je vous répondais pleinement là-dessus, mais évidemment, on évolue dans un environnement où l'intelligence artificielle est là, donc en fait, on va l'utiliser, quoi, c'est sûr. Mais je peux pas tellement en dire plus. Le monsieur en blanc? Oui, pardon. Ah, pardon. Non, mais je... J'aimerais savoir, vous avez eu combien de temps, parce que le rythme de sortie des jeux Assassin's Creed est assez soutenu. Vous avez combien de temps pour travailler sur cette équipe-là et sur les autres aussi? Combien? Alors, moi, je suis rentré dans la... Je peux pas vous faire une réponse. D'abord, ça change assez régulièrement. Rythme soutenu, oubliez pas, hein, c'est pas parce que... Même quand ça sort tous les ans, il faut imaginer que derrière, il y a 4 ans de préparation. Donc, il y a déjà des équipes qui travaillent bien en amont. Idéalement, sur les projets, on adore pouvoir dire qu'on intervient dès le départ. C'est pas nécessairement le cas. Souvent, les équipes ont fait leur première recherche avant de commencer un projet, donc il faut souvent courir après. Sur Odyssey, par exemple, c'est un accompagnement. Pour moi, je crois que j'ai dû accompagner le projet pendant 2 ans et demi, par exemple. Ça suppose pas mal d'auto-formation. Je vous disais que je n'étais pas spécialement un spécialiste de cette période ni de ce matériau. Mais on peut imaginer en plus que l'équipe augmente au fur et à mesure, donc en plus il faut former les gens au fur et à mesure. On passe beaucoup de temps à répéter les choses, hein. Pour le coup c'est un point commun avec d'autres méthodes pédagogiques, mais on passe beaucoup de temps à répéter les choses tout simplement parce qu'on a des nouvelles personnes en face de nous. Donc et en fait c'est pour ça, en l'occurrence sur Assassin's Creed, que vous avez quelqu'un dans le studio qui va pour le coup être dans le souci du détail. J'ai beau jeu de vous parler des monuments du jeu, mais moi j'étais pas derrière les level designers quand ils ont fait certains choix. En l'occurrence, je pense que ma collègue historienne là était au moins au début dans leur première discussion. Il y a eu des utilisations de plans archéologiques ou des choses comme ça, elle était là, elle les a fournis, elle dit en fait on va commencer par faire à partir de ça et puis ensuite on va extrapoler. En l'occurrence, moi mon travail était de faire de la précéder en termes de recherche, de construire une documentation à laquelle l'équipe pourrait revenir. Et ça dure facilement 2 ans et demi sur un projet. En vrai, ça pourrait durer jusqu'au bout. Ça peut parfois d'ailleurs durer jusqu'au bout, en fait. Ça va dépendre en fait des besoins de l'équipe et de ce qu'on estime être nécessaire. On n'est pas non plus extrêmement nombreux, donc il faut aussi qu'on bascule sur un autre projet parfois. Je voulais savoir comment est-ce que vous choisissez les périodes historiques que vous allez traiter dans les jeux. Sur la base de quels critères est-ce que vous essayez de traiter une période historique? Un mélange, non, en fait, il y a une question d'envie, il y a une question de cohérence de marque. Vous imaginez bien, il y a beaucoup de réflexion derrière. C'est une donnée importante, hein, sur Assassin's Creed, en fait, le choix d'une période, d'un contexte. Et il y a plein de critères qui sont analysés. Je peux pas tellement vous donner l'arrière-boutique de ça, mais quand même, il faudrait pas sous-estimer l'impact d'une équipe qui est motivée par une thématique. En l'occurrence, sur Odyssey, l'équipe est
arriver avec ce projet, quoi. Enfin, mais voilà, il y a aussi une question de cohérence, ça suit quoi, qu'est-ce qu'on a prévu après, quel public on vise, enfin ce type de problématique-là. Monsieur, en noir. Ça se passe comment la réalité du travail pour vous? C'est pas 35 heures, mais c'est 3 mois de boulot intensif, c'est pendant 9 mois, je pense qu'on fait ce que vous avez fait. C'est un emploi qui est presque secondaire sur une année complète. Ah non, c'est du temps plein, hein. C'est du temps plein, tout le temps. C'est du temps plein tout le temps. Alors, mon mandat personnellement, il a un peu évolué. Et ce qu'on faisait à l'époque d'Odyssée, en l'occurrence, il y avait effectivement un énorme sprint qui pouvait. En l'occurrence, il a duré plus que 3 mois. On était presque. Je pense que ma première année a été particulièrement intense sur le projet. Et pendant la deuxième année, j'ai pris le relais sur un autre projet, par exemple. Donc ça donne une idée. Mais en réalité, non, on bosse tout le temps à plein temps. D'abord parce qu'on anticipe les thématiques historiques qui vont venir pour la suite. Il y a une réflexion de marque aussi qui est importante sur Assassin's Creed. Je vous disais, je suis historien au siège. Hein, je suis pas dans un studio. Ça veut dire que du coup, il y a déjà les questionnements qui vont se poser par la suite. Et non, on est sur on a un petit peu plus que 35 heures. Lorsque la technique évolue, vous avez parlé des capacités techniques qui évoluent. J'y comprends rien, la taille du jeu, et puis éventuellement l'intelligence artificielle qui vous permettrait de traiter davantage de données. Vous n'avez jamais l'idée, mais c'est peut-être commercialement hérétique ce que je vais dire, d'en faire une nouvelle version. Alors peut-être pas sur Odyssey parce que c'est l'un des derniers, mais d'en faire un remake, mais qui inclurait, monsieur a dit, des réactions du public, d'autres fonctionnalités, j'en sais rien. Pas tout de suite là demain, mais est-ce que c'est inenvisageable de faire un remake? Vous avez eu déjà des remasters qui sont sortis, juste comme ça, donc si, ça peut arriver. On peut parler du dernier jeu qui se replace justement dans le même territoire que le premier jeu qui est sorti, même si c'est pas vraiment un remake. C'est pas tout à fait le même territoire, on est plutôt sur une espèce d'hommage, mais oui, il y a un peu de ça. Mirage, effectivement, c'est un hommage au premier. Ça se passe à Bagdad, les premiers se passaient en Palestine. Et en fait, l'idée là, c'est de revenir à quelque chose qui est attaché à l'identité de la marque à la base. Mais c'est pas, en l'occurrence, c'est pas vraiment un remake. On a créé un autre environnement, quoi. Monsieur Bleu. Une question qui a plus attrait à la pédagogie au-delà du jeu Assassin's Creed. On établit que ce genre de loisir n'était pas forcément un moteur pour les élèves afin qu'ils aillent chercher des informations annexes à côté. Est-ce que ça peut être un frein avec la communication de raccourcis ou d'idées fausses? Un frein à quoi? Un frein dans le sens où ça pourrait entraîner des mauvaises idées, des idées qui sont fausses, des raccourcis scientifiques dans l'esprit des gens. Ça, c'est une grande crainte des professeurs que j'ai enquêté. C'est-à-dire, alors c'est plutôt, moi, j'ai tendance à considérer que c'est plutôt une doxa, hein, c'est-à-dire de croire que les médias manipulent les esprits et que les jeux vidéo vont formater les enfants, alors notamment... En fait, ça vient dans toute une lignée de discours un peu négatifs sur les jeux vidéo. Alors bon, je vous passe les trucs de violence et d'addiction qui sont quand même de moins en moins présents, je trouve, quand même, comme discours. Mais oui, dans les sphères éducatives, il y a cette idée qu'il faut que l'école, en fait, analyse les jeux vidéo, parce que les pauvres petits, à la maison, ils vont croire un petit peu... En fait, c'est ça que vous dites, c'est-à-dire peut-être que les enfants vont croire tout ce que le jeu envoie comme données et qu'il ne va pas arriver à faire la distinction entre le vrai et le faux. Je pense qu'il suffit d'interroger un petit peu les enfants. Je le fais un petit peu dans le cadre de la thèse. Après les cours, j'interroge un petit peu certains élèves. On voit bien qu'il y a une différence entre la lecture très savante qu'un enseignant va faire du jeu et la pratique à la maison, quoi. Moi, les élèves sur Assassin's Creed, ils me disent « Oui, moi, je voyais pas tout ça quand je jouais. Je traçais, je faisais les missions, je faisais les combats. » Mais ouais, en fait, tout le discours historique que nous, on peut analyser, là, la Sorbonne, voilà, très bien, n'est pas accessible pour des enfants. Eux, ils font autre chose dans le jeu. Un joueur fait autre chose. Et puis, il y a aussi l'autre problème, c'est que, admettons, ils vont... Comment dire ils vont percuter ce discours. Je ne suis pas sûr qu'ils le prennent au premier degré.
Le jeu, par définition, c'est une activité de second degré, on est dans la sphère du divertissement et du loisir. Il faudrait que tous les élèves y jouent aussi, pour qu'il y ait vraiment un danger sur l'adolescence, à la limite. Et ça, ça peut être un autre obstacle à l'usage pédagogique de ce jeu-là, c'est que si vous le mettez au collège, vous allez parler d'abord à la culture ludique des garçons, hein, assez clairement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune fille en France qui joue à Assassin's Creed, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais la pratique à cet âge-là est quand même très genrée. Et donc, souvent, c'est ce que j'observe, pas que pour Assassin, mais tous les cours d'histoire, en fait, avec jeux vidéo, ouais, il y a un enthousiasme débordant des garçons, et les filles sont un petit peu en retrait. Donc, est-ce que les représentations erronées des jeux vidéo sont un danger ? Non. Souvent, en fait, encore une fois, dans les sphères éducatives, certains prescripteurs, en fait, certains promoteurs de l'idée qu'il faut mettre du jeu vidéo à l'école vont vous dire que les jeux vidéo développent des fake news. Mais c'est après tout ce qu'on a dit aussi du cinéma, c'est ce qu'on a dit du roman historique. Les joueurs ne prennent pas pour argent comptant forcément ce que dit un jeu vidéo, ils y jouent pas tous. Enfin, bon, je pense qu'en termes de fake news et de danger, les jeux vidéo sont quand même un peu plus safe que d'autres dispositifs où il faudrait peut-être qu'en effet l'école fasse quelque chose, mais c'est pas évident. C'est-à-dire, oui, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, voilà. Ou les vrais fake news, en fait. Vous n'avez pas l'idée, quand vous concevez le jeu, de dire on va manipuler les enfants. Je crois pas. Rassurez-moi, ce sont les Spartiates qui gagnent. Donc, non, mais il y a une... ce qui tient parfois de la panique morale, presque, parfois, de se dire... Mais ça, c'est un vieux truc. On avait déjà la même chose. Moi, il y a 40 ans, quand j'étais à votre classe, je montrais des films aux élèves et il y avait des gens d'administration qui étaient tout perturbés parce qu'on montrait des films. Je vous rassure, hein, je montrais des films en noir et blanc. Et on l'aurait eu dans les années 20 si on avait fait lire Alexandre Dumas aux élèves. Donc ça, c'est un vieux serpent de mer qui s'argumente toujours de la même manière des uns et des autres. Oui. Ça va passer. Oui, mais parce que, en effet, j'ai tendance à considérer que, en effet, à la maison, la pratique du jeu historique, ça va. Par contre, le faire rentrer à l'école alors à l'université, ça se pose moins, je pense, hein, mais pour des collégiens, je pense qu'en fait, le mettre à l'école lui donne un effet de réel qu'il n'a pas à la maison, en fait. Un effet de réel. Oui. C'est-à-dire que, à l'instar du film de fiction, je pense, hein. Combien d'enseignants, et je l'ai fait aussi pour la Grande Guerre par exemple, montre un extrait pour montrer ce que c'était la guerre de tranchées, montre un extrait en fait de n'importe quel film que vous avez là-dessus pour décrire ce que c'est. Et tout ça sans décrire la mise en scène, les inspirations, etc. Le jeu vidéo à l'école, je demande aux élèves à chaque fois, que ça soit, j'ai vu donc du Assassin, pas mal, un petit peu de Call of Duty, ou des jeux de stratégie, tous les élèves me disent à la fin on a vu comment c'était à l'époque. Alors que parfois les pédagogies, notamment pour un jeu comme Call of Duty par exemple, ou certains cours avec Assassin's Creed, le but du cours pour les enseignants c'est d'analyser justement le jeu. Ouais. Mais c'est parfois en faisant, parce qu'il y a panique morale justement, en faisant du fact-checking. C'est-à-dire qu'on montre le jeu vidéo, on voit, on le fait jouer, et après les enseignants montrent des documents historiques et font du vrai-faux. Ça, pour nous, en effet, on aime bien faire ça, c'est très amusant, machin. Mais pour des élèves, et notamment ceux qui sont les plus en difficulté, déjà avec la lecture, la compréhension des documents ou des consignes, là, vous les noyez complètement en faisant ça. Et oui, donc, là où il y a un frein ou un danger, il y a peut-être là-dedans, en fait. C'est-à-dire l'école est une machine à légitimer parfois les choses. Oui, mais je comprends la réaction des élèves. Dans ce que j'en sais, qui n'est pas immédiat, mais de quelques années, des programmes d'histoire, il y a une telle fragmentation dans le temps, dans l'espace, que ça ne ressemble à aucun réel. L'intérêt d'un film ou d'un jeu vidéo, c'est qu'il y a une cohérence et une longueur et un effet de réel qu'il n'y a absolument pas dans les cours. Et je passe même pas sur le fait, je me suis permis de vous dire tout à l'heure, que les cours d'histoire sont en général désincarnés, on est nulle part, on est dans le livre d'histoire, chapitre par chapitre. Alors que là, comme il y a de l'image, il y a un effet de réel et il y a une continuité. Ça montre à la fois des gens, des lieux, des événements, etc. etc. Donc je comprends qu'ils disent ça ressemblait à ça. Mais je vous rassure, les universitaires aussi se le disent. Hein.
Il y a un effet de réel pour nous aussi, d'abord que certains d'entre nous recherchent, depuis qu'ils ont 15 ans, ils ont envie de retrouver cet effet, et on reste de grands enfants, ils ont envie nous avons envie de retrouver cet effet de réel qu'on avait dans les tableaux, dans les films, et là je suis sûre que je vais l'avoir avec le jeu vidéo, et c'est inhérent au type de média. Et justement, d'autant plus qu'on n'a plus du tout un enseignement de l'histoire narratif, futile, sans image, sans réalité, mais qui avait au moins le mérite de raconter une histoire. C'est pas une critique sur les programmes ni rien, hein, mais comme il n'y a plus d'histoire au sens de narration dans l'enseignement, là, ils retrouvent une narration et un effet de réel, sans même parler des images et du fait de grimper aux colonnes. Et ça me fait penser au discours de Jean-Claude Golvin, c'est ce dessinateur d'archéologie, enfin cet archéologue qui dessine, en fait. On le connaît un peu, en plus il a un peu travaillé avec nous, et j'ai échangé une seule fois j'ai échangé une fois dans ma vie avec lui aux dernières rencontres archéologiques à Narbonne, et effectivement il est un peu dans ce discours-là, il dit mais en fait c'est pas grave, je produis une espèce de réalité qui est visualisable, parce que sinon en fait c'est pas visualisable. Mais tout le monde est accro à Golvin depuis que pour faire court. Alors esthétiquement on peut aimer ou pas aimer, il y a un côté un peu BD belge miniaturisé, on n'aime pas, mais c'est la seule chose qui existe. Si, il y a eu des grands dessinateurs, j'ai oublié le nom, un Hollandais du début du 19e qui faisait des dessins absolument, des reconstitutions absolument géniales, le nom me reviendra si vous voulez plus tard, mais Golvin actuellement, en plus il a un site internet, on peut tout télécharger, c'est à peu près ce qui se fait de mieux alors c'est aussi de la reconstitution, ce qui met des arbres, des trucs et des personnages, ce qui se fait de mieux, mais c'est vous dire, c'est pas Assassin's Creed, hein, l'effet de réel est quand même pas le même. En l'occurrence, on s'appuie quand même pas mal là-dessus. Enfin, et en fait, mais si j'avais 13 ans, je préférerais Assassin's Creed. Ah, peut-être. Mais en l'occurrence, on se rapproche un peu de cette démarche-là, en fait. Mais en fait, je vois très bien l'hiatus dont tu parlais, quoi. Mais j'avais d'autres questions. Je sais que tu posais une question. Oui, ça serait une question plutôt orientée recherche. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des lacunes dans l'article universitaire sur les plans justement d'utilisation de jeux vidéo à des fins pas de l'enseignement, mais plutôt en vue des dispositifs par exemple muséales. Donc l'utilisation du jeu vidéo pour le compte des musées, en tant que support d'exposition, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose d'étudié? C'est pour toi. Attends, j'ai cru que c'était pour lui la question. Pardonnez-moi, vous pouvez redire la question? C'est Alzheimer à partir d'un certain âge. Qui êtes-vous? Dans quelle mesure la recherche universitaire est-elle lacunaire sur l'utilisation du jeu vidéo pour les dispositifs, par exemple en musée ou en cours? Écoutez, Paris 4, nous sommes à la pointe du progrès. Puisque le 4e, je ne sais pas, mais nous sommes au moins 3 enseignants à être branchés sur l'affaire. Moi, j'ai découvert par les étudiants. Hein. Un jour, un étudiant m'a dit, c'était il y a une dizaine d'années, il existait, c'est peut-être d'autres époques, je ne sais pas quoi. J'ai découvert par le biais d'une étudiante, je m'en souviens très bien. Et on s'y intéresse, parce qu'en plus, on s'intéresse non seulement à la constitution du savoir, mais comment on fabrique le savoir que l'on a aujourd'hui des réalia grecs, justement, pas de l'histoire, mais des réalia, et donc on cherche à avoir une image. Donc nous sommes hyper intéressés, même si moi mes cours en sont restés encore, mais je vais changer l'année prochaine, à la peinture du 19e et au cinéma des années 30, et au péplum des années 50. Je vais avoir un chapitre de plus, je vous inviterai pour venir parler à ma place. Ça commence à venir. D'autant, comme je vous l'ai dit, et moi ça me sidère, il y a Golvin, effectivement, c'est bien d'en avoir parlé, mais en 100 ans de reconstitution archéologique, pas la peinture, le cinéma, etc. Il y a ça et rien d'autre. Alors c'est pas... c'est niveau Alix. J'adore Alix, c'est pas la question, mais c'est BD belge, voilà. Il n'y a rien d'esthétiquement valable. Moi j'ai un copain qui depuis très longtemps fait des reconstitutions en Orient. Chaque fois, il me montre ses dessins, il me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Je les trouve très mignons, c'est des dessins autriques, des couleurs pastel, il y a un petit bonhomme, un petit arbre qui donne l'échelle. J'ose pas lui dire, il est pas là ce soir, j'ose pas lui dire, mais
Oui, mais j'adorerais qu'il me fasse un truc du genre Flash Gordon, enfin, qui ait une esthétique, parce qu'ils n'étaient pas plus comme Alix qu'ils ne sont comme dans 300. Vous voyez, dans ce type de reconstitution, il n'y a pas de raison de mettre le pied sur le frein et d'être dans le... Oh, je déteste l'expression, je suis fatiguée, le moins 10 ans esthétique. Vous voyez, un truc un peu... c'est mignon, mais voilà. C'était ça, la question? Et quand vous parlez d'un besoin d'esthétique, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de projeter nous-mêmes ce qu'on considère être esthétique on ne peut faire que ça, sur des réalités qui ne sont pas les nôtres? Je ne veux pas dire qu'on est une bande de Trump à raconter n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que ce que l'on sait, et que vous allez exploiter, recréer, etc., ce que l'on sait de l'Antiquité grecque, mais du Moyen-Âge ou de Bagdad ou de je ne sais pas quoi, ça se construit. Ça se construit le plus rationnellement possible. Si vous regardez, et des fois je le dis à mes étudiants, les manuels des années 30, des années 40, des années 50, même pas les reconstitutions, simplement le plan du Parthénon. Ça évolue, et ça va, on peut l'espérer, vers du mieux argumenté, du mieux connu. Mais il nous en manque les 9/10, tout n'est pas valorisé de la même manière. Moi, ça fait 5 ans que je fais un cours sur la couleur dans l'art grec. Vous avez vu tout à l'heure Alma-Tadema, il y était en plein dans la couleur. Hein. Aux États-Unis, c'est interdit. J'ai des collègues qui font des cours sur la couleur. Alors, c'est même pas les statues avec les, comment on a dit, les feuilles de vigne. Là, c'est simplement dire que les statues étaient colorées. Vous avez l'extrême droite qui monte au créneau. N'allez pas raconter que les statues étaient colorées. Donc en France, c'est un tout petit peu plus calme, encore. Oui, encore. Mais il y en a beaucoup de trous. Ça change en permanence. On change les points de vue. Ça veut pas dire qu'on est dans les fake news, dans le faux, mais le savoir se construit. Et c'est pour ça que c'est jouissif, les jeux vidéo, la peinture, le cinéma, etc. Parce qu'il n'y a que ça, uniquement l'univers de fiction, qui peut nous projeter si on en a le désir. Moi, j'ai des collègues, ils regardent leurs tuiles, leurs clous, rien d'autre ne les intéresse. Hein. Mais il y en a d'autres, un peu comme moi ou certains étudiants, qui ont envie de fantasmer. Et on sait que c'est pas scientifique, mais c'est pas grave. C'est une sorte de moteur, qui ont envie de fantasmer l'Antiquité, soit pour la regarder, soit pour intervenir. Enfin, je dois dire, j'ai jamais rêvé de discuter avec Périclès, mais j'aurais aimé être une petite souris pour savoir comment c'était. Mais j'aurais pas aimé grimper aux arbres. Hein. Donc, seule la fiction, quel que soit son support, le tableau, la littérature, bientôt la réalité, augmentée, je sais pas comment ça s'appelle, nous permettra de vivre ce fantasme. Mais c'est de l'ordre, c'est ce que je disais, c'est une reconstitution. Même s'il y a vraiment des colonnes, même s'il y a vraiment des arbres, même s'il y a vraiment une acropole. Et il faut pas confondre. C'est pas que c'est faux, c'est que c'est pas le propos d'être vrai ou faux. C'est bien dit, c'est très bien dit. Il est ironique à cette heure-ci de la journée. Non, c'est très très bien, c'est très bien. Je peux vous donner un exemple, par exemple, la question de la couleur, justement, c'était une grosse question sur Odyssée. On avait là depuis un siècle. Et parce que justement, là, on peut pas vraiment dire que l'équipe, elle est pas au courant, qu'il n'y a pas eu un débat, qu'il y a un état des savoirs, un débat résolu. Donc en fait, il y a un savoir. On voit où il y avait de la couleur et là où il y en avait potentiellement pas. Il y en avait beaucoup pour faire. Et en réalité, dans la production du jeu, vous envoyez de la couleur, mais vous en voyez pas partout. Probablement moins que ce qu'il y en aurait. Ah oui, c'est marrant. Celle de gauche est blanche. Ouais. Et en fait, c'est parce que c'est une espèce de recherche de compromis, en fait. Entre ce qui va être considéré comme des espèces d'attentes perçues. Il y a quand même encore... des gens qui sont choqués par la couleur. Voilà. Et en fait, il y a un moment où si on colore tout comme ça l'était réellement, et parce qu'on sait en plus que ça l'était, et en fait... Alors, il y a des gens que ça pourrait surprendre, vraiment. Tiens, c'est bizarre. Et puis, il y a des gens qui peuvent trouver ça surtout très moche. Et en fait... Ça dépend comment on le fait. Et en vrai, c'était une vraie question. Parce que je vous disais, j'étais pas dans le studio, mais en fait, en vrai, ça correspond à un moment où j'y étais. Et j'ai assisté à une conversation comme ça avec Thierry Dansereau, qui est directeur artistique sur Odyssée. Et c'était une des questions qu'ils avaient. En fait, ils n'arrivaient pas à arriver... Il fallait en fait qu'ils arrivent à un point d'équilibre
qui fassent qu'ils montrent qu'ils avaient bien compris qu'il y avait de la couleur et qu'il fallait l'exploiter esthétiquement, mais entre guillemets pas trop. Alors il le dirait peut-être mieux que moi, mais pas trop quand même. Je vous remercie, j'ai fait un cours là-dessus, mais je me rassure, je ne vais pas vous le faire. Et ça, c'est un grand débat. Depuis très longtemps, des archéologues tentent de restituer les couleurs, dont on a des traces, mais évidemment, les pigments se sont abîmés, etc. Mais on a la certitude qu'avec la couleur, on peut évaluer certains pigments, comment ils étaient à l'origine. Et on a fait des reconstitutions. D'abord des aquarelles, etc., etc. Et ensuite, des statues peintes, c'est-à-dire des moulages, taille réelle, peints, etc. Là, vous en cherchez un. Et je dois dire... Là, voilà. Ça fait peur. On préfère du blanc, du ruiné, du je sais pas quoi, avec de la mousse dessus. Voilà, ça fait peur. Hein. Et je cherche vainement d'autres reconstitutions. Alors c'était peut-être comme ça. Et je suis peut-être moi-même la première à avoir des préjugés en me disant j'aimerais mieux du pastel, j'aimerais mieux... Là, et encore, il y a pire. Que ça. Oui, celle-là, c'est pas la... Vous cherchez, comment s'appelle-t-il l'Auguste de Prima Porta couleur, vous allez voir. Parce qu'en plus, là, le fond est caché l'aspirine. Dieu merci, il n'y a pas là. Alors, c'est vrai que les tentatives, alors comme c'est pas des artistes, hein, les archéologues, en plus du reste, hein, comme ce ne sont pas des artistes, ça donne des couleurs, des effets absolument épouvantables. Si on veut se donner une idée de la couleur, je pense qu'il vaut mieux aller chez des artistes du 19e, les quelques rares, justement comme Jérôme, qui ont fait de la statue colorée, et faire comme eux, même si c'était pas comme ça dans l'Antiquité, parce que dans l'Antiquité, je répète, on ne sait pas comment c'était. On a le pigment, on a le truc scientifique, là tout le monde est content, on a l'ADN de la couleur, sauf qu'on ne connaît pas la saturation, etc., etc. Donc effectivement, les reconstitutions archéologiques de la couleur, c'est un truc comme vous avez dit, monsieur. Donc je comprends que ça fasse peur aux gens. Mais maintenant, il y a de plus en plus de musées qui montrent, à côté de la statue, un moulage, même taille, en plastique ou en plâtre, peint. Mais c'est rigolo de voir comment les gens réagissent. Moi, je dis toujours à mes étudiants, il y a des témoins, c'était Cinecittà, c'était certainement pas une maquette blanche. Non. Il faut s'y habituer. Ah oui, voilà. Ça fait 2 mètres de haut. Hein. Il est pas mal celui-là. C'est bon, ça s'améliore. Est-ce qu'on a des restes archéologiques où on voit des différentes couleurs? Oui, on les voit pas à l'œil nu. Alors il y a des statues sur lesquelles on le voit. Il en reste suffisamment de pigments, ça se voit à l'œil nu. Il y en a toute une série où ça ne se voit pas à l'œil nu, mais maintenant ils ont des machins pour voir tout ça de près. On peut donc, alors on est sûr qu'ils étaient peints des pieds à la tête, mais le problème c'est que même si on retrouve les pigments, ça nous donne pas forcément les couleurs, et justement ça ne nous donne pas les saturations, ça ne nous donne pas les effets de brillant et de mat qui étaient fondamentaux dans l'Antiquité et pas aujourd'hui. Donc, effectivement, il y avait du rouge et du bleu, mais là, je pourrais depuis, on en a fait 5 ou 6 différents, toujours avec du rouge et du bleu, mais ça donne des choses très différentes. Le rouge et le bleu, j'en sais rien, chez Van Gogh, c'est pas le rouge et le bleu chez, j'en sais rien, chez Rembrandt. Donc, ce côté scientifique, si vous voulez, comment dire, Victor Cousin n'est pas loin, positiviste, on a un demi-gramme, un demi-millimètre de couleur, et hop, on restitue la couleur. Parlez-en à un artiste, à un peintre, à des mecs qui ont des étalonneurs, chez vous pareil, avec une couleur, on vous dit c'est bleu, on vous dit c'est le violet, je suis pas sûre qu'ils en avaient, on vous dit c'est rouge. Oui, mais il y a 200 manières de faire du rouge. Et là, pour l'instant, les archéologues sont pas bons. Donc, voilà. Plus maintenant, pour travailler là-dessus, il faut avoir un parcours historien, de peintre, histoire des arts. Il faudrait une collaboration, c'est-à-dire il faudrait une collaboration entre archéologues, mais c'est les archéologues qui dirigent, des scientifiques pour nous dire on a retrouvé un pigment de ci, un pigment de là, ça vient de Kaboul ou ça vient de je sais pas où, et puis des artistes, un peu comme vous le faites vous, à qui on va dire fais-moi un truc un peu joli, quoi. Enfin, on le dit de manière un peu plus complexe que ça. Il y avait du rouge, il y avait du bleu, il y avait du vert, et puis pas ça. Parce que ça, effectivement, comme remède à l'art grec, c'est épouvantable, enfin, je trouve. Hein. Le monsieur avec la cravate. Juste une dernière question, parce qu'on va devoir libérer l'amphi dans 10 minutes. Donc, Alors, le monsieur à la cravate d'abord, et puis le monsieur derrière, je pense. C'est vous, la cravate. C'est peut-être pas une cravate. Oui. Comment on considère un jeu comme un œuvre dans
est-ce qu'à votre avis, dans quelques années ou dans le futur, il y aura une dissertation d'historien de l'art? Ça existe déjà. Ouais, ça existe déjà. Il y a déjà des sites, il y a déjà des regroupements. On n'est pas quand même si vieux jeu. Hein. Il y en a certains parmi nous, des jeunes, des vieux, qui ont déjà des revues, des actes de colloques. On en parle, on commence à parler en cours. Enfin, on commence. Non, c'est déjà un peu là. Mais on a des collègues que ça n'intéresse pas. Vous voulez dire la couleur ou le jeu vidéo? Le jeu vidéo. Non, hein. le jeu vidéo. Oui, non, c'est déjà là. Exactement comme la peinture du 19e. Hein. Maintenant, c'est bien là. Il y avait un monsieur derrière. Que dans Odyssée, vous n'aviez pas modélisé l'Asie mineure ni l'île de Rhodes, par exemple. Et où est-ce que vous poussez à la limite, en fait, entre ce que vous modélisez et les endroits qui sont à immédiate proximité, mais que vous ne modélisez pas? Par exemple, sur Unity, on avait aussi la ville de Versailles qui était un peu modélisée, mais on ne pouvait pas aller dans le château en mode jouable en dehors des missions. C'est des choix de circulation. Hein. Alors, il n'y a pas de modélisation, encore une fois. On va dire ça, on ne fait pas de la modélisation. Mais par contre, le périmètre de la carte d'Odyssée, il correspond à une volonté de créer une certaine expérience de jeu. En l'occurrence, par exemple, l'idée de faire une très grande carte avec à la fois beaucoup de terre et beaucoup de mer, c'est parce que justement, on voulait que le joueur parcourt des très grandes distances. Ça faisait partie de l'expérience de jeu. À la fois à cheval, on peut faire du cheval dans Odyssée, c'est quand même bien pratique pour traverser toute la Grèce, mais aussi en bateau. Et donc la dimension navale était importante. Du coup, on va mettre plus de mer. Enfin voilà, c'est tout. Après, il faut que chaque espace réponde à un besoin. Donc en fait, on va pas créer des espaces juste parce que dans Unity, Versailles sert à quelque chose. Là, en l'occurrence, l'Asie mineure, on n'avait pas forcément une raison objective d'aller s'y balader, quoi. Voilà. Est-ce que le monsieur en rouge. Monsieur en rouge. Moi, je me demandais, dans quelle mesure est-ce que vous travaillez avec des scientifiques? Est-ce que vous vous contentez de prendre les rapports, les dessins, les plans, ou est-ce que vous travaillez vraiment directement avec eux, archéologues, historiens? Alors c'est vrai que je n'ai même pas du tout l'occasion de redire ça. Alors d'abord, il faut le dire, je vous disais que ma collègue Stéphanie Yann, qui est historienne chez nous, a été recrutée comme chercheuse spécialiste de la Grèce ancienne. Donc en fait, elle a été internalisée quelque part. Donc elle ramenait à la fois son savoir et ses expertises. Mais si, il y a eu d'abord, dans la base documentaire, il y a eu des contributions externes. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des partenariats institutionnels aussi, quand même, pour récupérer des données avec l'Institut américain en Grèce. L'école archéologique américaine, par exemple. Il y a eu un partenariat des musées aussi, hein, pour récupérer des images. C'est nécessaire, en fait. Donc oui, non, il y a bien des collaborations systématiques. Je dirais même que c'est de plus en plus vrai. En fait, c'est quelque chose qu'on a un peu ramené. Mon équipe est un peu jeune, elle a en fait été un peu constituée à l'époque d'Odyssée, et en fait, ça fait partie de nos casquettes, c'est justement d'aller chercher des partenariats, faire intervenir des experts, des expertes qui vont intervenir sur des sujets bien particuliers pour former en fait les équipes. Ça fait partie du boulot. Mais vous savez que vous travaillez comme au cinéma? Mais bien sûr. Mais on est bien en avance sur le cinéma. Non, mais le cinéma, il y a une jeune fille là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu concrètement comment est-ce que ça se dans d'autres matières? Je suis désolé, j'ai pas compris vraiment la question. C'est pour l'utilisation pédagogique. C'est le monsieur qui est là. Est-ce que comment concrètement les profs ils intègrent cet outil à leur cours et est-ce que ça existe dans d'autres matières que l'histoire? Oui, c'est dans d'autres matières. Après, moi, effet de réseau de ma part, c'est-à-dire j'ai surtout étudié des enseignants d'histoire. En tout, j'ai 17 enseignants dans mon corpus. J'en ai 8, je crois. J'ai 8 profs d'histoire en tout. Comment ils l'utilisent? On va dire qu'il y a 2 grands types de pratiques. Ça va être d'abord essayer de transmettre des notions. C'est surtout le cas en histoire. Et c'est là que le jeu vidéo en histoire, il n'est pas souvent pratiqué en fait. Il est très peu joué. Assassin's Creed à ce sujet-là, c'est le paradoxe sur ce thème. C'est-à-dire que c'est le jeu qui est souvent le plus évoqué quand on parle d'usage pédagogique du jeu vidéo ou quand on parle de jeux vidéo et d'histoire.
mais c'est celui qui est le moins utilisé comme un jeu en fait. Et là, enfin, on l'a dit un petit peu, c'est-à-dire on va montrer le visuel, on va... c'est surtout voilà, pour des questions de reconstitution qu'on va le montrer, d'illustration en fait, surtout. Après, il y aurait un autre type de pratique, ça serait plutôt d'un point de vue, comment on va dire, pédagogie de projet, on va dire ça comme ça. En histoire, je prends juste un exemple, alors c'est toujours Ubisoft, c'est Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, qui est un jeu sur la Grande Guerre, plutôt style bande dessinée niveau graphisme. Donc oui, ça j'ai vu ça par exemple, un enseignant qui l'a utilisé dans un projet en histoire en collège, mais après son cours sur la Grande Guerre. Donc l'idée c'était pas d'enseigner ce que c'est la guerre de tranchées ou quoi, c'était plutôt d'essayer pour des élèves de collège d'analyser historiquement le jeu, mais tout en y jouant. Et là, c'était pas évident en fait. Et en fait, Soldats Inconnus, c'était un peu la même chose que pour Assassin, c'est-à-dire que les élèves ils jouaient au tableau, un par un. Sauf que l'enseignant peinait justement à leur faire avoir, encore une fois, ce regard un petit peu esthétique sur le jeu. Il leur demandait souvent de regarder le décor, par exemple. Sauf que les élèves, quand ils jouent, ils ne regardent pas le décor, ils regardent surtout le personnage qui se déplace. Et encore une fois, là, on se retrouve en face de ces questions de tension entre le ludique et l'éducatif. Et après, l'enseignant essayait de faire une reprise, en cours dialogué, c'est-à-dire en discussion avec sa classe, et un échange, je trouve, qui est très caractéristique, en fait, de ce que je peux voir sur le terrain de thèse et les difficultés d'enseignement avec le jeu vidéo. Donc, je sais pas si on n'a pas d'image là de Soldats Inconnus, c'est plutôt type BD, en fait, hein, le graphisme. C'est en 2D, c'est plutôt esprit bande dessinée. Et l'enseignant demande à sa classe, en fait, mais à votre avis, donc, ces graphismes, ça vous fait penser à quoi? L'enseignant, lui, veut comme réponse la bande dessinée. Voilà. Un élève qui lève la main, il dit Mario. Tout de suite. Il dit Mario, Super Mario. Mais l'élève n'a pas tort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans un sens logique, puisque dans Soldats Inconnus, vous passez aussi des obstacles, vous êtes aussi en 2D, vous allez de gauche à droite, il y a un peu les mêmes codes. Sauf que enseignants et élèves n'ont pas la même lecture du jeu. Et c'est ça, encore une fois, ce que je dis, ce que l'école n'arrive pas à enseigner, parce qu'elle n'a pas le temps pour le faire, c'est comment enseigner ce regard-là, en fait. Les enseignants, eux, ils ont ce regard un petit peu esthétique et savant sur le jeu vidéo, mais parce qu'ils l'ont construit depuis leur enfance, grâce plus ou moins à leur famille, ils l'ont lié après leur cursus en histoire, par exemple. Vous, là, ici, vous pouvez avoir ce regard un petit peu sur le jeu vidéo. C'est un peu ce qu'on a eu là. Des non-étudiants en histoire ou des élèves jeunes, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a deux choses. Il y a apprendre des notions, mais pour ça, le jeu, il est très contraint, en fait. Il peut jouer. Soit il y a cette dimension, en fait, de regard savant, esthétique, et là, collège, lycée, c'est pas évident, parce que les élèves n'ont pas construit ce rapport-là au jeu, voilà, en gros. J'ai résumé ma thèse, enfin une partie. Voilà. Un dernier? Moi, c'est une question un peu d'ordre personnel, je ne sais pas si vous pouvez répondre. Du coup, comment vous êtes venu à faire Ubisoft? Est-ce que c'est un projet construit pour lequel vous avez fait une démarche, ou plutôt vous avez fait un cursus et ça s'est présenté comme une opportunité? Non, j'ai fait des études d'histoire, je suis allé jusqu'au bout de ce que je pouvais faire, j'ai fait un doctorat, j'ai fait des postdocs, et puis j'avais plus de postdoc, et puis j'avais pas de poste, et j'ai répondu à une annonce et je suis rentré dedans. Donc c'est ça l'histoire. Et donc non, c'est pas vraiment un projet. Après, au moment où ça s'est fait, je me suis juste dit pourquoi pas, parce que en fait c'était une... moi justement j'étais très intéressé pas spécialement le jeu vidéo, moi c'était le cinéma, mon truc, et en fait je me suis dit c'est quand même clairement le plus approchant que je peux faire là maintenant, et quand même je suis rentré dedans parce que à ce moment-là, et peut-être que ça vous arrivera aussi, à ce moment-là je me suis dit que j'étais ouvert à travailler dans n'importe quoi de culturel, en fait, sortir en fait de la pure dynamique scientifique et application. Mais j'aurais très bien pu y rester si j'avais eu plus de chance. Enfin voilà, c'est pas. Donc non, il n'y a pas forcément un projet derrière. Voilà, alors merci de nous avoir écoutés. Donc alors, on va faire d'autres conférences. Donc alors pour avoir toutes les informations sur les conférences qu'on organise, les événements. Donc c'est tout simple, il suffit de nous suivre sur Instagram. Donc on est ravis que vous ayez participé. Vous avez justement, vous êtes inscrit, vous avez déplacé pour venir écouter 3 chers animateurs
Donc je ne sais pas s'ils ont des choses à dire pour la fin. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à la